Bonjour à toutes et tous, salut Yanamat, salut Knux, salut Ishtar, salut Jules, salut Gaming, salut Kyle, coucou, c'est cool de te revoir, salut Gaming Play Web, salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans le talk de France Info, 17h-19h les mercredis et les jeudis soirs, 2 heures ensemble avec des invités pour décrypter l'actu diplomatique, politique, celle des sciences, de la tech, du web, de l'économie, 2 heures avec vous dans le chat où vous posez vos questions en direct et moi je les passe aux invités. Comme toujours, la seule règle c'est d'être courtois et bienveillant, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais il faut l'argumenter. Et vous avez le droit de râler, mais de le faire avec courtoisie, et je vous fais confiance. Au programme de ces 2 heures, de 17h à 18h, un point politique avec la guerre des chefs qui n'aura pas lieu, mais qui aura quand même peut-être un petit peu lieu chez les Républicains. Puis l'arrivée de Richard Ferrand, proche d'Emmanuel Macron, à la tête du Conseil constitutionnel. Mais aussi la 6e motion de censure qui suit François Bayrou, déposée par le PS, mais qui n'a quasiment aucune chance d'être adoptée. Tout ceci devant nous mener, cas un cas, jusqu'à 18h. À 18h justement, et jusqu'à 19h, on va parler d'intelligence artificielle, l'IA qui débarque dans la création musicale, dans ses travaux sur l'intelligence des machines. Alan Turing suggérait que la machine devenait intelligente lorsqu'elle stimulait l'humain. Et la question peut-être s'impose aujourd'hui dans nos menus. Est-ce que l'IA sera vraiment capable d'émouvoir comme un compositeur humain? C'est certainement l'un des tiroirs qu'on va tenter d'ouvrir ensemble. Ce ne sera pas le seul, puisque dans cette grande armoire, on va croiser certainement des questions éthiques, juridiques, sociales sur la place de l'artiste, la création et la propriété. Ce sera jusqu'à 19h. Pour l'instant, il n'est jamais que 17h06 tout pile à Paris, 1 heure de moins, je crois, à Londres, 1 heure de plus, donc comme à Paris, à Tourcoing, Rome et Romorantin. Et la même heure à l'Assemblée nationale, justement, on devrait bientôt ne pas voter la motion de censure déposée contre le gouvernement par les socialistes, alors que ce midi, Richard Ferrand a été élu président, confirmé en tout cas président du Conseil constitutionnel. Bonjour William T. Bonjour. Salut William, t'es politologue, président du think tank Le Millénaire, t'es spécialiste en politique publique et t'es par ailleurs chroniqueur au Point. À tes côtés, Thibaut Petit, qui est un peu notre petit nouveau par ailleurs. C'est la première fois que tu viens dans le talk. Tu es journaliste politique à TF1. Exactement. Bienvenue chez toi, Thibaut. À Merci. tes côtés, Virginie Leguet. Salut Virginie. Tu es journaliste, éditorialiste politique chez LCI et RTL. France Info. Et France Info, pardon. Pas LCI, France Info. LCI, c'est pour moi. C'est France Info. TF1, LCI. Oh là là, mais pardon, je me suis planté sur mes fiches, ça commence bien. Bienvenue en tout cas à tous les trois. On est ensemble pendant 1 heure. Je vous propose un petit tour dans Paris. On va pas aller très loin. Hein. D'abord au Conseil constitutionnel, puis à l'Assemblée nationale, puis peut-être au siège des Républicains si ça vous va. Et je suis sûr que ça vous va. Et si ça vous va, on file donc aux 2 rues de Montpensier, dans le 1er arrondissement de Paris, au Conseil constitutionnel donc, dont le nouveau président a été élu ce midi, Richard Ferrand, président du Conseil constitutionnel. Mais une voix près, après son audition par des députés et des sénateurs ce matin, la candidature de ce proche d'Emmanuel Macron, ancien président de l'Assemblée nationale, a été contestée par 58 voix contre. Je disais me présenter avec vous, devant vous, avec humilité. Cette humilité, elle est sincère, et je dois vous dire que j'ai beaucoup hésité à accepter la proposition du président de la République. Je n'ai rien demandé. Je ne suis pas de ceux qui pensent que quoi que ce soit leur serait dû. Je ne suis pas un professionnel du droit, c'est vrai, mais comme vous, un serviteur de la République. Ma vie est celle d'un citoyen engagé, profondément attaché à nos institutions républicaines. Au-delà, j'ai toujours été et je reste un homme libre. L'indépendance d'esprit est ma nature et ma culture. Quiconque me connaît le sait. Richard Ferrand, donc aujourd'hui devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui dit qu'il n'est pas un professionnel du droit, mais un serviteur de la République, et un homme libre. Alors, ce qui amène peut-être 2 questions. Fallait-il un professionnel du droit? Alain Juppé dit non, par exemple. N'avoir que des juristes au Conseil constitutionnel, pour lui, ce serait une catastrophe. Puis peut-être une deuxième question. Richard Ferrand est-il un homme libre, comme il le dit? Et peut-être une question déjà dans le chat. C'est une question de Fugu Simon, salut Fugu, et qui dit il a quelle casserole, lui, déjà? Bon, on commence fort. Fallait-il un professionnel du droit? Peut-être qu'on peut commencer par ça. Et Richard Ferrand est-il un homme libre, William? Écoutez, moi je vais dire ce que je pense dessus. Moi je pense que c'est un scandale. C'est un véritable scandale d'avoir nommé Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Et il faut expliquer pourquoi. Parce que le Conseil constitue, lorsqu'on est juriste, on sait que c'est le pivot et c'est la clé de voûte de tout le système juridique français. Et pourquoi? Parce que le Conseil constitue a 3 fonctions depuis la Constitution du 4 octobre 58. La première, c'est que c'est le juge des élections.
Or, il y a un premier problème, c'est que Richard Ferrand est passé grâce à une abstention du Rassemblement national et que le Conseil constitutionnel doit s'exprimer à travers une question prioritaire de constitutionnalité sur l'éligibilité de Marine Le Pen. Donc, on peut se demander légitimement comment ça se fait que Marine Le Pen, qui est une opposante affichée à Emmanuel Macron, a pu laisser passer Richard Ferrand. Donc, est-ce qu'il y a un deal secret entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour avoir laissé passer Richard Ferrand? La deuxième fonction du Conseil constitutionnel, c'est qu'il est le pivot du système juridique et qu'on a quelqu'un qui affiche fièrement, je dirais, qu'il ne connaît rien au système du droit. C'est-à-dire qu'en fait, il ne sait pas ce que c'est qu'une jurisprudence, il ne sait pas quelle est la jurisprudence constante de la Cour de cassation ni du Conseil d'État. Donc, c'est quand même inquiétant de la part de quelqu'un qui va trancher la jurisprudence. C'est-à-dire que lorsque le Conseil constitutionnel va prendre une décision, ça s'applique à tous les juges français, que ce soit du tribunal administratif de Quimper ou que ce soit du tribunal judiciaire de Paris. Donc en fait, tous les juges vont suivre la décision de quelqu'un qui ne connaît pas le droit, ce qui pose quand même question sur la pertinence du système juridique. Et après, dernier point, Bon, c'est collégial tout de même. c'est que en fait, Pas tout seul. depuis la décision qui est connue, liberté d'association de 1971, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel peut interpréter le droit et même créer du droit. Et c'est ce qui s'est passé dernièrement avec différents principes juridiques, et notamment ce qu'on appelle la loi immigration, qui a été censurée par Laurent Fabius, et que Laurent Fabius s'est inspiré de certains principes généraux du droit pour censurer une décision populaire. Et en fait, on a une véritable difficulté, c'est que le Conseil constitue peut, au nom de l'état de droit, bloquer une décision populaire. Donc, c'est-à-dire que pour bloquer une décision populaire et pour que la décision soit acceptée, il faut qu'il y ait la légitimité à travers le personnage qui rend la décision, à travers à peu près 3 principes. Il faut une légitimité qui est juridique. Je l'ai évoqué, Richard Ferrand n'en a pas. Il faut qu'il y ait une légitimité d'indépendance. Or, à chaque fois que Richard Ferrand va prendre une décision, l'ensemble de nos concitoyens va se dire... Il a une légitimité juridique. Oui, mais il a pas marqué par des créations de droits sa marquantes. Quand il formation était ne député. le légitime pas, Voilà. plus exactement. Et même quand il a été Dans la député, mesure où il est élu juridiquement. voilà, quand il a été député, il ne s'est pas démarqué à travers une participation active dans la Oui, je parlais de sa coproduction formation. législative. Sur la question de la légitimité ensuite après politique, à chaque fois qu'il va prendre une décision, l'ensemble de nos concitoyens, l'ensemble des personnes du chat vont se dire est-ce qu'il la prend sur consigne d'Emmanuel Macron, à travers une chose claire, si Emmanuel Macron démissionne, est-ce qu'il a le droit de faire un 3e mandat ou pas? Ensuite, après, dernier point, il faut que la personnalité ne soit pas controversée. Et Richard Ferrand ne doit son innocence qu'à une seule chose, c'est pas qu'il a été jugé non coupable, c'est uniquement parce que les frais ont été prescrits. Donc vous avez cette personne-là qui détient, c'est quasiment la personne la plus puissante en France après le président de la République. Et cette personne-là est maintenant chef du Conseil constitutionnel. Je pense que ça pose question, surtout qu'il est passé à une voix. C'est-à-dire que c'est le juge constitutionnel le moins bien élu de l'histoire de la Ve République, depuis le 4 octobre 58. Ce qui pose question. Thibaut, tu souscris? Je serais quand même un peu plus modéré parce que quand même la vie est Alors très tranchée. tu attaques très fort, William. Ah oui, non, mais forcément, je vais forcément modérer. Mais oui, Parce bon, que peut-être qu'on peut tempérer. Évidemment, parce que sur je comprends qu'on puisse s'émouvoir du fait que Richard Ferrand n'a pas de formation forcément en droit. En revanche, sur la partialité, ça a toujours été le cas d'avoir des nominations quand même qui se fassent du camp du président de la République, quand c'est le président de la République qui nomme. Il y a aussi ceux qui sont nommés par le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale, qui sont aussi, là encore, des proches. Ça a toujours été le cas. Et là, on s'en émeut particulièrement parce qu'en plus, on est dans un cas où l'Assemblée nationale est particulièrement divisée, il n'y a pas de majorité. Et donc, forcément, on s'en émeut un peu plus. Après, en effet, sur le score, une voix près, c'est vrai que ça pose question. C'est pour ça que, en effet, les socialistes demandent au président de ne pas nommer Richard Ferrand, parce que là, ce n'est pas vraiment une élection, c'est-à-dire que c'est une validation qui permettra au président de la République de nommer Richard Ferrand. Donc, il peut toujours ne pas le faire. A priori, vu le profil d'Emmanuel Macron, il y a quand même des chances que ça passe quand même, et qu'ils disent, regardez, moi j'applique la règle, c'était les 3/5, ils n'ont pas été atteints. Je ne contreviens à aucune règle imposée par la Constitution. Et donc, c'est pour ça qu'il y a quand même des socialistes qui vont estimer que ce président, potentiel futur président du Conseil constitutionnel, merci, sera quand même particulièrement fragile, et que même chez les écologistes, on a proposé une proposition de loi pour changer la Constitution, pour qu'on n'applique plus cette règle des 3/5, parce que du coup, pour expliquer un peu à nos auditeurs, pour empêcher Richard Ferrand de pouvoir aller au Conseil constitutionnel, il fallait que les députés et les sénateurs des 2 commissions des lois, donc ça fait 120 députés et sénateurs, il fallait que les 3/5 d'entre eux votent contre Richard Ferrand. Et en effet, le Rassemblement national
a préféré s'abstenir. Et donc, on est arrivé à une voix de ces 3/5 qui aurait pu empêcher Richard Ferrand d'accéder au Conseil constitutionnel. Même tempérance côté Virginie Leguet. Tempérance, non, mais peut-être une position entre les deux. Déjà, moi, je m'étonne, mais en fait, non, je m'étonne plus, de la désinvolture, voire de la légèreté d'Emmanuel Macron quand il procède à des nominations comme celle-ci. Je rappelle que le choix de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel, ça prouve manifestement que lui s'est dit les compétences de Richard Ferrand en matière juridique, ça m'est égal. Le fait que ça soit mon premier et un de mes premiers soutiens depuis toujours, ça aussi, ça m'est égal. C'est mon choix, c'est mon bon choix, et c'est moi qui décide qui j'envoie ou qui j'envoie pas. Ça, déjà, moi, ça me choque profondément. Et je persiste à dire que Richard Ferrand, qui se présente en toute humilité, comme il le dit, non, c'est pas quelqu'un de humble. Il n'a jamais manifesté la moindre humilité depuis qu'on le connaît. Il a toujours eu au contraire une certaine arrogance à être ce qu'il était et à être surtout dans le proche entourage d'Emmanuel Macron, ce dont il s'est targué pendant des années pour s'assurer une forme de respect, sinon de sympathie. Enfin, j'en sais rien, ça dépendait de qui étaient ses interlocuteurs. Et le fait que non seulement Emmanuel Macron l'ait choisi, mais en plus qu'il ait été si mal élu, je trouve que ça fragilise une institution qui n'avait pas besoin de ça pour l'être. Je suis même étonnée d'entendre depuis plusieurs mois des gens qui disent oui, mais le Conseil constitutionnel, sous-entendu, le Conseil constitutionnel ne juge pas comme il devrait juger ou ne décide pas comme il devrait décider. Donc, choisir Richard Ferrand, l'envoyer là, parce qu'il va être... Emmanuel Macron n'est pas du genre à reculer devant un mauvais score. Il est élu techniquement, enfin, je veux dire, il est validé techniquement, il est adoubé. Donc, je trouve que ça ne grandit pas les institutions et ça ne grandit pas le président de la République de l'avoir choisi. Après, le Front National, moi, franchement, le deal secret entre le Rassemblement National, et Richard Ferrand, il n'y a rien de secret là-dedans parce que les décisions vont être prises au su et au vu de tout le monde. Chaque décision, d'ailleurs, va être scrutée. Chaque décision va être soupçonnée. Chaque décision va être sous-entendue de « Ah oui, mais il fait ça parce que… Ah oui, mais il fait ça parce que… » Ce qui est un autre et troisième problème. Donc, il n'y a pas de deal secret. Si Richard Ferrand devait prendre une décision qui serait ouvertement pro-Rassemblement National, puisque ça serait le deal secret, alors là, ça serait vraiment... et puis, je rappelle que Richard Ferrand est certes va être certes président du Conseil constitutionnel, mais il ne va pas être tout seul. Il y aura d'autres voix qui vont s'exprimer. Donc ces voix-là, elles diront peut-être autre chose que lui. Je ne sais pas s'il pourra décider tout seul d'aller dans un sens ou d'aller dans un autre. Mais pour autant, je trouve cette affaire extrêmement regrettable, extrêmement dommageable et extrêmement légère. Voilà. Et c'est dommage parce qu'il s'agit d'une institution qui est très importante dans notre pays. Bah justement, il y a Kyle, salut Kyle, qui me dit la différence avec les autres nominations, c'est quand même qu'il n'y avait pas eu une telle défiance envers les institutions qu'aujourd'hui. Moi, j'avais relevé, j'ai vu ça dans la presse, je ne sais plus dans quel organe, pardonnez-moi, dans les colonnes de quelque chose. C'était Dominique Chagnolot, qui est constitutionnaliste, qui écrivait que la nomination de Richard Ferrand éclairait le peu de considération d'une partie de notre classe politique à l'égard de cette institution. Pardon. Puisque le Conseil constitutionnel n'a pas vocation... de la République, en l'occurrence. Voilà. Puisque le Conseil constitutionnel n'a pas vocation à être dirigé par un proche du président de la République. Finalement, est-ce que Macron ne vient pas de torpiller la légitimité du Conseil ? Bah si, mais c'est un peu un peu plus. Si, mais c'est un peu ce qu'il cherche depuis le début. De toute façon, depuis qu'il est président de la République, on voit qu'il s'en contrefiche des corps intermédiaires et même de l'Assemblée nationale. En fait, ça ne l'intéresse pas. Et il considère qu'en fait, il y a un lien direct à partir du moment où il est élu par le peuple, qu'il y a un lien direct entre lui et les Français, qu'il devra pratiquer une forme de démocratie directe. Et donc, tout ça, ça fait uniquement perdre du temps et il a très peu de considération pour tous les corps intermédiaires, que ce soit les syndicats, l'Assemblée nationale, les corps juridiques, etc. Mais l'Assemblée nationale qui n'est pas un corps intermédiaire. Oui, mais on peut considérer que c'est un autre lien et que lui, son lien de légitimité est supérieur à ceux des députés dans la mesure où la participation pour l'élection présidentielle est supérieure à celle de l'élection législative. Mais en fait, la question qui se pose sur le choix du Conseil constitutionnel, on va aller très clairement dans le cœur du sujet. Richard Ferrand est nommé. Normalement, lorsque vous êtes nommé, la règle et l'esprit de la réforme de 2008, parce qu'en fait, la règle des 3/5, ça vient de la réforme Balladur, qui a été approuvée par Nicolas Sarkozy. C'est de dire qu'en fait, il faut mettre une personne qui ne suscite pas des oppositions tellement larges qu'elle puisse être nommée. Or là, la personne a quand même récolté 59,7% de suffrages contre, sans compter les abstentions. C'est-à-dire que jamais dans l'histoire, une personne n'a eu une telle défiance lors d'une nomination au Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que l'ensemble des personnes, à chaque fois que Richard Ferrand va poster un tweet ou le Conseil constitutionnel va poster un tweet, l'ensemble des gens vont poster « Mais attention monsieur, vous avez été désapprouvé par 60% de la représentation nationale ».
Donc en fait, votre décision n'a quasiment aucune légitimité. Votre décision ne se base quasiment sur rien. Deuxième point, c'est que le Conseil constitutionnel est quand même le juge des élections. Il va s'exprimer prochainement, je crois, c'est le 30 mars, sur la QPC relative à l'inéligibilité de Marine Le Pen. Donc c'est-à-dire que la France, parce qu'on sait à peu près ce que va faire Richard Ferrand, au vu de la décision du Rassemblement national, est maintenant quasiment une république bananière. C'est-à-dire que c'est un conseil constitutionnel qui dit à peu près qui a le droit de se présenter à une élection ou pas. Mais vous imaginez la confiance de la rupture de confiance. Fiction, c'est pas encore le cas. Bon, écoutez, c'est filmé, on se reparle le 30 mars si vous voulez. Oui. Il y a une rupture de confiance telle entre les citoyens et leurs représentants que maintenant il va y avoir également une rupture de confiance entre les citoyens et la justice. C'est déjà le cas à peu près sur une grande partie des décisions de justice auxquelles les Français comprennent de moins en moins les peines appliquées à certains délinquants et à certains criminels. Là maintenant, vous mettez en cause à chaque reprise la décision de la décision la plus haute et la plus forte de la Ve République, qui est le Conseil constitutionnel. Et c'est-à-dire que Richard Ferrand va approuver à peu près la possibilité pour Marine Le Pen de se présenter, même si elle est déclarée inéligible. C'est-à-dire qu'en gros, on peut comparer ça soit à une république bananière digne de l'Afrique, soit à peu près à la Russie. C'est-à-dire qu'en gros, on va dire, bah tiens, madame, vous êtes condamnée. L'Afrique est vaste, cher William. Oui, mais les gens comprennent à peu près ce que je veux dire. Et donc, nous, on ne peut pas se permettre ensuite après de dire... C'est assez clair. Parce qu'il y a quand même un lien quand même avec ce que je dis. C'est-à-dire que demain, Emmanuel Macron va réunir les chefs de parti pour la question de l'Ukraine et va dire, eh ben, nous, on défend la démocratie contre les régimes autoritaires. Ben, ça commence bien aujourd'hui. Ben, plutôt que de donner des leçons au monde entier, on devrait peut-être se les appliquer à nous-mêmes. Et enfin, dernier point, moi je pense que c'est ça la chose la plus importante, et c'est la question que vous avez posée initialement. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre davantage un juriste qu'un politique? Parce qu'actuellement, le Conseil constitutionnel raisonne de moins en moins sur une base dite légale et sur un fondement juridique, mais raisonne sur des raisonnements qui sont politiques. C'est-à-dire que les raisonnements du Conseil constitutionnel, à peu près, la Constitution prévoit ça. Le Conseil constitutionnel doit vérifier si la loi est conforme à la Constitution, pour dire si elle est constitutionnelle ou pas. Or, actuellement, ce que fait le Conseil constitutionnel, et notamment le secrétaire général du Conseil constitutionnel, c'est qu'il arrive à tirer ce qu'on appelle des principes généraux du droit pour bloquer, qui font partie du bloc de constitutionnalité depuis la décision liberté d'association de 1971, pour censurer des décisions. Et ça veut dire qu'à chaque fois, comme sur la loi immigration, comme sur d'autres lois... comment dire, Oui. c'est dans ses attributions. Non, mais ça, c'est une interprétation juridique. Si vous voulez, on peut revenir dessus. C'est une question de thèse, de débat entre juristes. C'est-à-dire qu'actuellement, on va arriver sur des hypothèses qui vont être très claires. Admettons que Bruno Retailleau pose une question comme ministre de l'Intérieur sur un référendum. Le référendum passe à 60-70%, actuellement comme le prévoient les sondages. Le Conseil constitutionnel peut dire que le référendum n'a pas de base légale et est contraire à l'article 11 de la Constitution. Vous imaginez ? C'est-à-dire que 70% des Français se sont exprimés en faveur d'un référendum. Le Conseil constitutionnel va dire que ce référendum n'est pas juste et n'est pas légal. Et comment vous voulez appuyer la base de décision du Conseil constitutionnel? Tu présupposes que c'est ce qu'il va faire. Non, mais je prends un exemple pour dire pourquoi est-ce qu'il y aura des problèmes. Et c'est ça, en fait. C'est quasiment une forme de coup d'État, là, ce que tu décris. Bah, je dis en gros que le Conseil constitutionnel, pour que ce type de décision soit appliqué, il faut qu'il y ait une légitimité, une personnalité qui soit tellement forte et tellement reconnue qu'on dit que la personne aurait jugé en droit et non pas sur des bases politiques. Vous auriez mis un juriste qui aurait pris ce type de décision, on aurait dit le juriste aurait raisonné en droit. Et au moins les citoyens auraient pu dire que certes, ils n'étaient pas d'accord avec cette décision, mais ils auraient compris pourquoi ils l'auraient fait. Là maintenant, Richard Ferrand... Le politique a plutôt intérêt à respecter son citoyen plutôt que le juriste, en réalité, puisqu'il est tenu un petit peu par son environnement, par son ancienne base peut-être. Oui, mais on pourrait rétorquer aussi. Hein. Oui, mais le problème du politique qui est là, c'est qu'en fait, il est en fin de carrière. Oui, non. Il ne se représentera plus, donc en fait, les citoyens, ils s'en fichent. Ouais, c'est assez fort quand même comme explication. Il est remonté comme un coucou. Ah ouais, vraiment très remonté parce que. Il est au grand galop sur son cheval. Moi, j'aurais tendance plutôt à vouloir rassurer. On n'est pas encore arrivé à ces questions d'article 11 qui en effet permettent les référendums. Ah, c'est la politique fiction, mais c'est effectivement. C'est ça, mais c'est là où justement, alors Richard Ferrand, je vais me faire un peu l'avocat de Richard Ferrand du coup, Richard Ferrand n'est pas le diable. Hein. Faire un écho. J'ai dit de Richard Ferrand, j'ai pas dit le mot diable, mais en tout cas de ce qu'il a expliqué pendant ses auditions, c'était justement rappeler que il n'est pas seul à décider, c'est une décision collégiale. Il n'y a pas que des personnes de son bord au sein du Conseil constitutionnel. Et puis on verra bien après sur les questions, notamment de l'article 11, savoir si une question qui concerne l'immigration peut être posée ou non, parce que c'est une question qui se pose aussi pour d'autres textes, notamment la loi concernant la fin de vie, qui est souhaitée notamment par la présidente de l'Assemblée nationale, qui est très engagée sur cette question-là.
et d'autres sujets, notamment l'inéligibilité de Marine Le Pen, je pense qu'il est un peu prématuré tout de même de présager, de présumer ce que va décider le Conseil constitutionnel et Richard Ferrand avant même de connaître la décision du procès de Marine Le Pen. Je pense qu'il faut voir chaque chose en son temps. On peut contester évidemment Richard Ferrand et il a été interrogé sur ces différentes questions pendant ses auditions au Sénat et à l'Assemblée aujourd'hui. Vraisemblablement, il a eu plutôt tendance à rassurer les députés, notamment du Rassemblement national. On savait déjà que c'était un profil qui était plutôt accepté par les députés du Rassemblement national. Ils attendaient justement cette audition pour savoir s'ils allaient voter contre ou s'abstenir. Vraisemblablement, il a laissé une porte ouverte qui permettra aux députés RN de lui remettre sous le nez ces déclarations le moment venu. Moi, j'ai trouvé au contraire que le score manifestait une défiance très forte et qu'au contraire de rassurer, il a inquiété parce que le Rassemblement national avait déjà donné son point de vue avant même les auditions. Donc, on savait que le Rassemblement national s'abstiendrait. Donc, on disait même, bon, ben voilà. Ils disaient, on attendra les auditions, Non, on verra soit on fait contre, soit on s'abstient. Moi, je les ai entendus très clairement dire à l'Assemblée nationale, nous, on va s'abstenir. Et l'audition n'avait pas encore eu lieu. Et après, d'autres ont dit, oui, bien sûr, on va entendre ce qu'il va dire, mais enfin, notre position est à peu près arrêtée. Et on entendait d'ores et déjà les différents acteurs de l'Assemblée nationale dire bon bah il va être élu, il n'y a pas de problème parce qu'avec l'abstention du Rassemblement national, la voie est libre. Et ben la voie a été libre à une voix. Donc moi, je trouve qu'au contraire, c'est encore plus inquiétant ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la défiance est si forte que même parmi ceux qui n'avaient rien dit et qui peut-être auraient voté pour, certains ont décidé de voter contre. Et c'est ça l'inquiétude. L'inquiétude, c'est que visiblement, les auditions qu'il a eues ce matin à l'Assemblée nationale puis au Sénat ont été si faibles techniquement et politiquement que les députés et les sénateurs se sont dit « Waouh, on va pas le faire, on va pas voter pour lui ». Certains, peut-être, avaient pensé faire autrement au début. Et c'est ça, moi, j'ai trouvé que c'était un signe de retrait qui m'a plus inquiété que tout. Parce que ça dit que des hommes et des femmes parlementaires qui se disent, bon, on va l'écouter, on va lui donner sa chance, on verra bien. Si ça se trouve, il va nous épater, si ça se trouve, il va nous convaincre. Se sont dit après des auditions qui sont normales. Hein, je rappelle que c'est la procédure normale. À chaque fois, il passe devant les commissions des lois. Donc, c'est pas spécialement pour lui. Et là, au contraire, ils se sont dit, non, mais ça va pas le faire. Il n'est pas du tout au niveau. Et ça s'est passé à une voix. Et moi, je trouve ça inquiétant pour la suite. Je ne sais pas ce qui va être décidé, pas décidé, dit, pas dit. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il n'est pas le seul à décider et que ça va se décider avec l'ensemble des membres et qu'il ne pourra pas influer tout seul une décision que d'autres voudraient différente, mais que malgré tout, avoir un président du Conseil constitutionnel qui est à ce point-là à susciter la défiance parmi les parlementaires et qui est à ce point-là fragile, me paraît inquiétant pour la suite de ce que va faire le Conseil constitutionnel. À une période où notre classe politique est extrêmement clivée, où la société française est extrêmement radicalisée, c'est inquiétant d'avoir mis une personnalité aussi faible à ce poste-là. Je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que c'est ces auditions qui ont inquiété, parce que vous me disiez le RN avait déjà tranché, c'était le cas pour les Républicains aussi. Dès hier, ils disaient, nous, on votera contre la nomination de Richard Ferrand. Donc, ce n'est pas ces auditions. Les députés. Mais oui. Et on savait déjà, et les LR avaient dit, au Sénat, avaient dit, on aura liberté de vote, mais on savait déjà globalement, en sondant les sénateurs, que globalement, 2 tiers, 3 quarts étaient déjà pour le fait de voter contre. Eh ben, non, moi j'ai pas du tout compris ça du tout. Moi j'avais les sénateurs LR étaient déjà, je peux vous dire qu'on a discuté avec eux hier, ils étaient déjà plutôt pour voter contre Richard Ferrand. Pardon, certains avaient dit qu'ils voteraient contre, moi je les ai entendus. D'autres avaient dit qu'ils n'étaient pas les députés et que justement ils avaient leur liberté de vote et que justement leur liberté de vote leur permettrait de faire ce qu'ils décidaient de faire, qu'ils n'étaient pas pour systématiquement bloquer Richard Ferrand parce que c'était Richard Ferrand. Et au contraire, je trouve que la position s'est durcie entre ce qui s'est passé avant l'audition, je parle de l'audition de Richard Ferrand, et après. Et là, je parle de la position des sénateurs, qui était beaucoup plus souple avant même l'audition de Richard Ferrand, et qui s'est avérée finalement assez raide. Et puis, de toute façon, il faut regarder le détail des votes. Lorsqu'on regarde le détail des votes, il fallait voir en fait qu'il fallait le vote contre une grande partie des sénateurs républicains, plus le vote contre du Rassemblement national. À partir du moment où le Rassemblement national a fait abstention, c'est-à-dire que vraisemblablement même des centristes au Sénat, comme c'est un vote à bulletin secret. Il n'y a pas beaucoup de représentants du Rassemblement national au Sénat. Non, justement. C'est-à-dire qu'au Sénat, c'est-à-dire que même au Sénat, des sénateurs centristes qui font partie de la majorité bloc présidentiel ont voté contre, en fait, à la suite de ces auditions, et que des sénateurs LR qui avaient prévu de voter pour ont basculé en contre. C'est-à-dire que les auditions étaient tellement catastrophiques et tellement faibles techniquement
que certains se sont dit c'est pas possible de laisser passer quelqu'un au Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce que lorsque vous écoutez Richard Ferrand, et vu que vous êtes juriste, on en a un autre aussi, vous savez qu'il n'a même pas le niveau de L1 de droit. C'est-à-dire qu'il ne connaît même pas la base en fait, du fondement Il du a Conseil fait 2 constitutionnel. années qu'il n'a pas validé, Voilà, je crois. c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce qu'il a énoncé comme point de droit, et encore, moi, mes souvenirs remontent il y a maintenant On parlait presque de Laurent 15 ans. Fabius tout à l'heure, Laurent Voilà. Fabius qui est normalien, qui a fait l'ENA, Oui, mais qui a fait Sciences Po. à l'ENA, au Non, moins, mais on apprend du droit. Non, mais il y a clairement du des cours de droit. droit constitué et des Bien cours sûr, de droit public. évidemment. Et là, normal aussi. et Jean-Louis Debré, pardon, pas Michel Debré, Jean-Louis Debré, qui a été son prédécesseur, a été magistrat pendant plusieurs années. Et il est docteur en droit. Et docteur en droit. Et donc, pour reprendre le cas de Richard Ferrand, c'est-à-dire que sur les différents points qu'il a donnés, tout ce qui relève du principe généraux du droit, tout ce qui relève de la jurisprudence, tout ce qui relève même de l'évolution même et sa position par rapport au droit européen, on a l'impression qu'il ne connaissait strictement rien en fait aux différents sujets. Et il n'a pas été capable de rassurer l'ensemble des parlementaires sur les différentes questions. La première, c'est sa position d'impartialité vis-à-vis du président de la République. Il dit que c'est un homme libre et puis il est revenu sur différentes déclarations sans trop de conviction. Deuxième position, c'est sa légitimité en termes de droit. Je viens de le rappeler tout à l'heure, il n'a pas montré une très grande connaissance, et puis au moins, même si il n'avait pas beaucoup de connaissances, il aurait pu au moins plancher, parce qu'il y a le gageard, Ou les une grands arrêts, appétence, en tout cas. voilà, il a les grands arrêts de la jurisprudence administrative, puis il a les grands arrêts de la jurisprudence constitutionnelle, il aurait pu au moins les apprendre avant d'arriver en audition. Et dernier point, c'est le but en fait et sa conception du Conseil constitutionnel. Le rôle du Conseil constitutionnel est évolutif. Il n'est pas le même lorsque De Gaulle et Michel Debré ont fait la Constitution du 4 octobre 58, depuis la décision de Liberté 60 de 71, et celle qu'on a maintenant. Et avec ces différentes évolutions, on voit bien que Richard Ferrand n'est pas l'homme de la situation. Dans une autre époque, il aurait pu être légitime d'être nommé parce que Jean-Louis Debré était président de l'Assemblée nationale comme lui, un proche de Jacques Chirac, et il a été nommé sans difficulté. Laurent Fabius a été président de l'Assemblée nationale, il a été également proche de François Hollande, et il a été nommé également. Mais le problème, c'est le contexte. Et le contexte fait que la probabilité pour qu'on ait un président dit populiste, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, soit très forte. Jean-Luc Mélenchon arrive comme Je rappelle qu'il est élu pour 9 ans. Il est élu pour 9 ans. Bien au-delà de 2027. Bien au-delà de 2027 et même au-delà du mandat suivant. Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République. Il va porter un projet de loi qui est notamment une réforme de la fiscalité pour dire qu'au-delà de 40 000 euros, on prend tout. Normalement, On aime beaucoup la politique fiction. Mais... Non mais c'est comme ça qu'on raisonne. C'est comme ça qu'on raisonne en droit. C'est pas encore fait, William. Non mais ça veut dire que c'est comme ça que Jean-Luc Mélenchon, président de la République, là Oui, vraiment. Non, mais là, c'est ce que tu redoutes. C'est ce que tu redoutes, toi. Non, mais ça veut dire que. ça me paraît pas encore tout à fait Non, mais fait. hein. Si je peux être prudente. Non mais on va prendre tous les cas d'exemple. Mais non, mais dans le futur, on peut On va le faire avec tous les candidats à la tirer présidentielle. beaucoup ça va de faire fil sur beaucoup, la quand pelote, même. là. Jean-Luc Mélenchon n'est jamais parvenu au second tour, je le rappelle hein, quand même. Mais Et- Jean-Luc Mélenchon. Et il était 4e. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon est élu. Bon, Il dit, alors il dit, admettons. il dit, Partons d'un principe qui est follement improbable. il dit qu'il Admettons. fait Je sens que ça te met des frissons dans le il dos. dit, William. il dit qu'il faut prendre toutes les ressources d'impôts au-delà de 40 000 euros de revenus mensuels. Il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui vient de 2013 qui dit, après la loi Hollande, celle de la fameuse taxe à 75%, que c'est inconstitutionnel de prendre un certain nombre de revenus. Est-ce que vous pensez que si le Conseil constitutionnel retoque la mesure de Jean-Luc Mélenchon, les Français seront d'accord avec le Conseil constitutionnel ou soutiendront un président populiste qui propose ce type de mesure? De l'autre côté, Marine Le Pen est élue. Elle propose une loi immigration qui sera théoriquement plus dure que celle de Darmanin en 2023. Le Conseil constitutionnel va vraisemblablement suivre la même jurisprudence que celle qui était adoptée lors de Laurent Fabius. Mais même si Richard Ferrand prend la même jurisprudence de celle que je vous ai dit de 2013 et de 2023, je pense que la plupart des citoyens vont dire Richard Ferrand ne fait pas du droit, il fait uniquement de la politique, et c'est ce que redoutent l'ensemble des parlementaires. Bon, Non, le problème, c'est que ça va affaiblir toutes les décisions du Conseil constitutionnel. Voilà. Mais quelles que soient les Mais quelles que hypothèses. soient. Quelles que Si soient. je dois Mais j'ai- résumer j'ai- votre pensée extrêmement subtile, William, Non, mais j'ai pris. quelles que soient les j'ai- hypothèses et qui que ce soit le prochain président de la République, ça affaiblira En fait- de toute façon toutes les En fait, décisions du Conseil. Et c'est ça, la j'ai grosse pris des difficulté. hypothèses absurdes pour dire que même des décisions qui ont déjà été prises, même si c'est Richard Ferrand qui prend exactement les mêmes, les Français seront contre. Il y a une question. Salut, Bim Bam Boum. Je sais pas de qui tu parlais quand tu parlais de boomer à l'air satisfait. J'espère que c'est pas nous, mais c'est peut-être nous quand même. Bim Bam Boum qui nous dit il y en a marre de ces conflits d'intérêts permanents. Il pense qu'on ne comprend rien à rien, mais on vous voit. L'entourloupe, c'est qu'il prépare le 3e mandat. Il y a beaucoup de ça. On entend beaucoup parler de ça. C'est on nomme Richard Ferrand pour permettre à Emmanuel Macron de faire un 3e mandat. Bon, c'est de la politique fiction, encore une fois, et c'est hautement improbable, n'est-ce pas? Oui, mais il y avait une suspicion, parce que c'est vrai qu'il y avait des déclarations de Richard Ferrand avant ses auditions qui laissaient penser qu'il était plutôt à dire que si Emmanuel Macron démissionnait, il pouvait se représenter pour un 3e mandat. Évidemment, ça avait fait sauter les députés au plafond.
Il a éclairci ses propos aujourd'hui justement pendant l'audition. Il l'a dit, il n'y aura pas de troisième mandat d'Emmanuel Macron. Il a dit, alors je n'ai plus les termes exacts, mais il a dit je ne l'ai jamais pensé, ça n'a jamais été ni ma pensée ni ma volonté ou un truc comme ça. Donc là au moins on est clair, il n'y aura pas de troisième mandat d'Emmanuel Macron et de toute façon les experts constitutionnalistes avaient déjà dit que ça n'était pas possible. Emmanuel Macron ne peut pas démissionner et se présenter pour un troisième mandat d'affilée. Oui, tout mandat entamé est un mandat fait. Donc Emmanuel Macron peut décider de démissionner, ce qu'il n'a pas du tout, à mon avis, l'intention de faire. Quoi qu'il se passe, il interrompra son mandat, mais il ne pourra pas se représenter une troisième fois. Donc, sauf à Richard laisser Ferrand, un mandat à quelqu'un d'autre pendant un temps. un Il mandat, pourra revenir plus tard. un mandat complet. Voilà. Mais Richard Ferrand, qui s'exprimait visiblement sans aucune base juridique, ce qui ne m'étonne pas parce qu'il n'en a pas, et qui dit aujourd'hui qu'il n'a pas dit ce qu'il a dit tout en disant qu'il l'aurait dit mais qu'il ne l'a pas dit. Enfin bref, Richard Ferrand juste a dit un truc inexact. Il n'y aura pas de troisième mandat d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a été réélu pour un deuxième mandat. Qu'il l'abrège ou qu'il le fasse jusqu'au bout, c'est fini. Les amis, je vous propose de clore l'activité du Conseil constitutionnel. Est-ce que ça vous convient? Parce qu'il est 17h35, on a encore plein de trucs à aller voir. Je vous propose de quitter la rue de Montpensier, de filer au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale, où le Parti socialiste est en train de défendra une motion de censure pour protester contre la trumpisation du débat public, après les propos du Premier ministre François Bayrou, sur le sentiment de, disait-il, submersion migratoire. Bon, c'est une motion de censure qui a très peu de chances de prospérer. C'est un simple avertissement, c'est un coup de com'. Qu'est-ce que c'est cette motion de censure? C'est quand même le moyen pour le Parti socialiste de dire qu'ils ont quand même déposé une motion de censure et que certes ils n'ont pas voté les motions précédentes, notamment sur le budget, mais que c'était simplement sur le budget et qu'ils souhaitaient quand même renverser le gouvernement. Ça leur permet juste de dire que ils continuent à voter des motions de censure, même s'ils savent très bien que ça ne renversera pas le gouvernement. Non seulement même s'ils savent très bien, mais parce qu'ils savent très bien que ça ne renversera pas le gouvernement, parce qu'ils n'ont pas l'intention du tout de renverser le gouvernement. J'ajouterais même que la faiblesse de François Bayrou, la façon dont il est empêtré dans l'affaire Betaram, on voit bien que personne ne tend non plus à trop compliquer les choses, parce que c'est pas parce qu'ils aiment François Bayrou et qu'ils veulent le protéger, c'est pas parce qu'ils veulent le maintenir coûte que coûte à Matignon, c'est parce qu'ils ne veulent pas de nouvelles crises politiques, parce que tout au long du mois de janvier, ils ont été à des galettes, à des réunions de nouvelle année, et que leurs électeurs leur ont dit, bon, maintenant, ça suffit. Nous, on n'en peut plus. On ne peut pas prendre de décisions dans notre vie personnelle, on ne peut pas prendre de décisions dans notre vie professionnelle, on ne peut pas prendre de décisions quand on est un petit chef d'entreprise, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain ou après-demain. Maintenant, ça suffit. La stabilité à n'importe quel prix. Et le n'importe quel prix sera, pour les socialistes, François Bayrou. Et ça dit bien aussi, et là, je fais une petite parenthèse sur François Bayrou, ça dit bien à quel point François Bayrou, finalement, ne compte pas. François Bayrou arrive après Michel Barnier, qui a sans doute essuyé les plâtres, et lui qui a encaissé une motion de censure pure et dure. Mais François Bayrou, il n'est pas plus aimé, peut-être un peu moins encore, c'est tout dire, mais simplement, il ne sera pas renversé pour des raisons qui n'ont rien à voir avec lui. Il ne sera pas renversé pour des raisons de calcul politique. Et Olivier Faure, qui vient de un peu, beaucoup, chacun jugera, prendre ses distances avec Jean-Luc Mélenchon. Lui, il a envie de préparer la suite, et la suite, elle se préparera avec un Parti socialiste qui aura montré qu'il est responsable, qu'il est raisonnable, qu'il ne vient pas semer le chaos pour le chaos. Suivez mon regard, le chaos pour le chaos, qui sait, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc, il n'y aura pas de renversement de François Bayrou pour cette simple raison-là. J'allais dire presque une raison de calendrier interne du Parti socialiste. Un dernier mot sur Olivier Faure. Il se présente au Congrès à sa propre succession, et il a bien compris que la ligne qu'il est en train d'adopter, c'est quand même celle qui pourrait peut-être lui permettre d'être élu. Thibaut, je te passe la parole immédiatement. Ouais. Je m'adresse simplement une petite minute au chat. D'abord, merci à tous nos copains de LCP qui sont venus avec plein d'autres amis. Bienvenue dans Talk de France Info. On est ensemble jusqu'à 19h. Oh non, mais on fait On fait un point politique. On a parlé de Richard Ferrand. On parle de la motion de censure. On parlera certainement de la guerre des chefs qui va commencer certainement du côté des Républicains. Et après, on parlera de l'intelligence artificielle qui arrive dans la musique. Donc, bienvenue à vous. Les règles, c'est vous posez vos questions. Donc, une question, elle commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Comme ça, je la vois, sinon je la vois pas. Et ensuite, je me permets, qu'est-ce qu'il disait ?
et après on revient au débat. Qu'est-ce qu'il disait? Oui, c'est Valeurs Anarchistes qui nous dit, de temps en temps je prends un commentaire un peu vinaigre, c'est assez drôle l'entre-soi du plateau et l'entre-soi du chat. Bah, il pose des questions, moi je les relais, et puis bienvenue chez toi. Et voilà, et Christelle qui dit, comment ça, Ludo nous fait la gueule? Je vous fais pas la gueule du tout. Posez vos questions, je les pose, mais vous n'en posez pas. Une question, ça finit par un point d'interrogation. C'est comme ça que vous signalez vos questions. Thibaut Petit. C'est quoi l'entre-soi du plateau? Parce qu'on J'ai pas l'impression qu'il y a un on a entre-soi dans des le plateau par opinions ailleurs. différentes, Bah on oui. se connaît En pas plus, oui. déjà. Donc je ne sais pas ce que c'est que Donc l'entre-soi voilà. du Et on ne se plateau. connaissait pas avant. Exactement. Voilà. Bah, bien, Et on n'a pas d'intérêt commun à dire une chose ou une autre en fait. eh ben, c'est tout à fait. Donc Et- je préfère que ça soit dit. Absolument. Merci Virginie Leguet. Thibaut Petit. Oui, je voulais À notre ami, comment c'est qu'il s'appelle, anarchiste. Valeurs anarchistes. Valeur anarchiste, je préfère te dire qu'il n'y a pas d'entre-soi entre nous et qu'on essaie simplement de dire des choses auxquelles on croit et des choses auxquelles on a réfléchi parce que c'est notre travail de le faire. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Oui, d'ailleurs, je voulais aller plus loin du coup sur la motion de censure et le fait de renverser le gouvernement. En fait, il y a deux partis qui n'ont pas intérêt en ce moment à renverser le gouvernement. Je vais reprendre en commençant par le Parti socialiste. Pour l'instant, ils n'ont pas d'intérêt à le faire parce que, a priori, il n'y aura pas là, pour l'instant, ils sont quand même en position de force. Depuis que François Bayrou est arrivé, avant, Michel Barnier avait plutôt tendance à échanger avec le RN. Le RN était en position de force. Depuis que Michel Barnier est arrivé, il s'est tourné vers les socialistes. et François c'est- Bayrou, Pardon, j'ai dit quoi? Michel Barnier. J'ai dit Michel Barnier. Ah, Non, qui depuis revenait, que- qui revenait Pardon, tout d'un non. coup. Pardon. Peut-être un peu de nostalgie, je ne sais pas. Aïe, aïe, aïe. Non, je rigole, je Rendez-nous rigole. Michel Barnier, c'est ça? Ah oui, ah là là. Non, oui. depuis que François Bayrou est arrivé, pardon, justement, il s'est détourné du Rassemblement national et donc ça a fait monter en puissance le Parti socialiste qui a donc tout intérêt à ce que François Bayrou reste puisque pour l'instant, ça le fait monter en puissance. À l'inverse, le Rassemblement national, lui, certes, n'est plus sur le devant de la scène depuis que Michel Barnier est parti, mais à l'inverse, ils peuvent pas non plus censurer parce que s'ils censurent, il y a quand même un problème qui arrive qui est le 31 mars, qui est la date à laquelle on aura le délibéré de la condamnation potentielle de Marine Le Pen. Et donc, avant cette date, c'est compliqué. Dans pour l'affaire de l'emploi des emplois fictifs au Parlement Tout à fait. européen. Et donc pour le Rassemblement national, pour l'instant, c'est pour ça qu'ils sont quand même très peu sur le devant de la scène. On les entend très peu. C'est pour ça qu'ils s'abstiennent sur les textes sur lesquels ils n'ont pas forcément envie de s'exprimer. Et en fait, ça, a priori, ça risque de durer au moins jusqu'au 31 mars. Le but du Rassemblement national, leur date, c'est l'été prochain. C'est-à-dire que ça fera 1 an après la dissolution. À partir du moment où là, à mon avis, on va repartir avec un risque de renversement du gouvernement qui sera bien plus élevé parce que justement, à partir de ce moment-là, ça fera 1 an. Donc, c'est le délai constitutionnel qui permettra de potentiellement faire une nouvelle dissolution. Et ça, c'est ce que le Rassemblement national souhaite et martèle depuis plusieurs mois. Je suis pas sûr que le RN ait intérêt à une dissolution, parce que de toute façon, ils vont se prendre la même tôle et la même gamelle qu'ils ont reçue en juillet dernier. Parce que là, pas du tout certain. Non, mais on va prendre On va faire un peu de sources. politique fiction. Voici William. William de retour. On va prendre des sondages. Et en fait, le dernier sondage qui est sorti en cas d'élection législative anticipée montre que le RN fait moins qu'en juillet dernier. Ils sont à 35 points. Ils avaient 38 points la dernière fois. Autre paramètre aussi, c'est qu'en fait, il y a un truc qui est très simple, qui s'appelle la carte électorale. Et lorsque vous étudiez la carte électorale, ce que nous, on a fait, en fait, on voit que le RN ne peut pas avoir de majorité absolue. Pourquoi est-ce que le RN ne peut pas avoir de majorité absolue avec ce type de scrutin? Parce qu'il y a un certain nombre de circonscriptions où c'est perdu d'avance. En Île-de-France, il y en a une centaine de circonscriptions où ils ne peuvent pas gagner. Dans le Nord, de la même manière, il y a un certain nombre de circonscriptions où ils ne peuvent pas gagner. Dans l'Ouest aussi. Et en fait, le RN ne peut gagner à peu près dans 320-340 circonscriptions s'il n'y a pas de front républicain et donc s'il y a un maintien des triangulaires. Donc leur possibilité d'avoir une majorité absolue est très faible. Or, le RN a toujours dit la chose suivante, ils ne prendraient le pouvoir que s'ils avaient une majorité absolue. S'ils étaient en majorité relative, comme c'est le cas actuellement de François Bayrou, ils seraient obligés d'effectuer une coalition. Et on peut se poser une question qui est légitime. Est-ce que Marine Le Pen a vraiment intérêt à être dans la même situation que François Bayrou ou celle qu'avait Michel Barnier avant une élection présidentielle, en montrant toutes les limites d'une potentielle gouvernance RN? Sur le cas du Parti socialiste, je pense que c'est encore plus simple. Eux, ils ont 2 échéances majeures. T'as 1 minute, William. Ah, ok. L'élection législative et l'élection municipale. Sur l'élection législative, ils ne peuvent pas retrouver le même nombre de sièges qu'ils avaient s'ils ne font pas d'alliance avec la France insoumise. Or, une nouvelle alliance et de nouvelles discussions avec la France insoumise, s'ils doivent repartir en élection législative anticipée, s'ils font un nouvel accord avec la France insoumise, ils se renieraient et ils rompraient avec la stratégie qui a été effectuée depuis le début de l'année.
Deuxième point, c'est les élections municipales. On voit que Jean-Luc Mélenchon veut contester le leadership des socialistes dans les grandes mairies et ils n'ont pas intérêt à provoquer une nouvelle crise, alors que dans le scrutin municipal, ils partent sortants dans la plupart des mairies, donc en position de force, à la différence des élections législatives où ils ont besoin des insoumis pour gagner. William, est-ce que tu as dit que Jean-Luc Mélenchon avait fait 4e à l'élection présidentielle? Non, mais bon, on nous reprend dans le chat. Vous êtes journaliste ou quoi? Les erreurs, ça vous gêne pas? Mélenchon a fait 3e à la présidentielle. Oui, Mélenchon a fait 3e à la présidentielle. Est-ce qu'on close ce chapitre de la motion pour aller voir un petit peu ce qui se passe du côté des Républicains? Si ça vous convient, il nous reste un petit quart d'heure. On repart donc dans Paris sur notre petit vélo. Enfin non, à pied en fait, puisqu'on va juste en face de l'Assemblée nationale, aux 4 places du Palais Bourbon, au siège des Républicains, où certains fourbissent leurs armes, puisque l'élection pour la présidence du Parti des Républicains aura lieu les 17 et 18 mai. Bruno Retailleau, c'est l'actuel ministre de l'Intérieur, et Laurent Wauquiez, ancien président du parti, actuel chef des députés de la droite républicaine, son candidat. Bruno Retailleau a promis samedi que ce ne sera pas un match sanglant. Est-ce que vous y croyez? Parce que Wauquiez, lui, a déjà dit la France a besoin d'un ministre de l'Intérieur à temps plein et je ne dois rien à François Bayrou, ce qui commençait bien pour une non-guerre des chefs. Non, c'est peu probable qu'il n'y ait pas de guerre sanglante, tout simplement pour une bonne raison, c'est que les logiciels de Bruno Retailleau et de Laurent Wauquiez sont assez similaires. Ils sont assez similaires. C'est-à-dire que c'est à peu près les mêmes, ils sont à peu près d'accord sur un certain nombre d'idées. Et d'ailleurs, ils ont plutôt été sur la même tendance du même parti politique. C'était plutôt l'aile droite des Républicains lorsqu'il y avait plusieurs ailes au sein des Républicains. Or, si vous ne pouvez pas vous démarquer sur le fond, vous êtes obligé de vous démarquer sur l'attitude et sur la personnalité. Et on sait notamment que François Fillon, qui avait un positionnement similaire à Nicolas Sarkozy lors de la primaire de 2016, est obligé d'attaquer verbalement et personnellement le président de la République avec une phrase qui était connue et qui est restée, c'est « Imaginez-vous le général de Gaulle mis en examen en ciblant Nicolas Sarkozy ». Donc, on sait à peu près que le seul moyen de se démarquer pour Laurent Wauquiez ou pour Bruno Retailleau, c'est d'attaquer l'autre personne sur la personnalité et sur le fond. D'un côté, Bruno Retailleau va parler de l'insincérité supposée de Laurent Wauquiez et de ses coups de moyens de pression qu'il a fait en décembre dernier lors du remaniement avec François Bayrou. Et de l'autre côté, Laurent Wauquiez a déjà évoqué en comparant Retailleau implicitement à Édouard Balladur, qui avait trahi le grand ami de l'époque, Jacques Chirac, en disant à peu près la même chose, que tous les deux avaient un accord et que Retailleau l'a planté pour être candidat à la présidence des Républicains. Quand on soufflait Virginie Leguet. Non, je souffle pas. Moi, je suis très frappée de la surenchère, de l'emballement qui se produit en ce moment entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Bon, la guerre des chefs à droite, c'est quasiment un passage obligé. L'histoire de la droite a été marquée par la guerre des chefs. C'est pas ça qui me préoccupe le plus. Ce qui me préoccupe le plus, c'est la droitisation de leur discours. Alors, je fais une différence entre Bruno Retailleau, qui a toujours défendu les idées qu'il défend encore aujourd'hui. Il a toujours été droit dans ses bottes, Bruno Alors Retailleau. là, Bruno Retailleau, qui pour la première fois a un poste avec cette exposition-là, n'a pas bougé d'un iota. Et ça se sent, je pense que c'est ce qui fait sa popularité, c'est que les électeurs ou les Français, enfin qui sont peut-être les deux parfois d'ailleurs. Très à droite. Hein. Oui, oui, mais ils sentent en lui quelque chose de sincère, de pas calculé. On peut pas dire que Bruno Retailleau ait poliché son discours, on ne peut pas dire qu'il l'ait modéré. Il dit exactement ce qu'il pense, quitte à se prendre parfois des revers, comme dans l'affaire Doualem, quitte à se prendre des difficultés, mais il accepte, il dit bon, ben, on réessayera, si on peut, on changera la loi. La grosse différence entre lui et Laurent Wauquiez, c'est ça, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est la sincérité. Laurent Wauquiez, il dit une chose devant, une chose derrière. Rappelez-vous de cette histoire, de ces propos qui ont été enregistrés lors d'une conférence qu'il avait donnée à l'EM Lyon, où il avait dit, bon, vous savez, moi, ce que je dis dans les médias... Le bullshit que je dis, il avait dit ça, il avait utilisé ce mot-là. Eh ben, c'est resté quand même dans l'esprit des gens qui, quand ils l'entendent, se disent, bon, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Il le pense, il le pense pas, il le pense pas et il le dit parce qu'il faut le dire. Et ça, c'est la grosse différence. Mais pour en revenir à mon propos initial, pardon, je ferme ma parenthèse et j'en termine. Moi, je suis... alarmé de voir cette course à l'échalote qu'ils se livrent tous, y compris même Gérald Darmanin, qui a eu des propos tout à fait similaires la semaine dernière, où tous les trois se sont lancés... Mais qui n'est pas républicain, je précise. Non, mais cette droitisation du... Chez les républicains, pardon, il est probablement républicain. Il vient de là. Il ne vient pas des républicains. Cette droitisation du discours politique et de la droite me paraît être tout simplement un travail préparatoire pour l'arrivée du Rassemblement national. Et c'est ça qui me paraît inquiétant. Et j'ai en tête la phrase que disait toujours Jean-Marie Le
Pen, dire, ah, entre la copie et l'original, les électeurs préféreront l'original. Et cette droite-là qui se dit, nous, on sent une petite ouverture électorale. Je rappelle ce qui s'est passé à Villeneuve-Saint-Georges, je rappelle la popularité de Bruno Retailleau, qui était d'ailleurs tout à fait inattendue. Personne ne misait un copec sur la façon dont Bruno Retailleau allait imprimer auprès de l'opinion publique. Il imprime. C'est la bonne nouvelle pour la droite, qui était un peu quand même totalement... Un peu moribonde. Oui, 47 députés pour un parti qui a gouverné avec la gauche jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron. C'était chacun à peu près la gauche, la droite, la gauche. Et là, ils étaient vraiment réduits à quasiment à un État croupion, enfin à un parti croupion. Et là, ils sentent une petite ouverture, mais du coup, ils ne se maîtrisent pas. Et ce qui se passe, et ce qui est vraiment alarmant, c'est que cette droitisation ne leur servira pas à eux et servira à l'Assemblée nationale, mais surtout, elle montre que cette droite-là n'a pas travaillé, ne s'est pas réformée, n'a pas préparé un nouveau corpus politique, n'a pas réfléchi à l'évolution de la société. Elle est restée encore en 2017 avec, j'allais dire, l'épisode Fillon qui en a traumatisé certains. Mais maintenant, on est en 2025, en 2017 et 2025. Je ne vois pas, je n'ai pas compris, je n'ai pas vu ou je n'ai pas senti qu'ils aient travaillé vraiment, qu'ils se soient reset eux-mêmes, qu'ils aient réfléchi à peut-être proposer des choses un peu nouvelles, un peu différentes, un peu disruptives. Ils ressortent les mêmes vieilles recettes, les mêmes vieilles obsessions qui, à mon avis, ne fera que les disqualifier un peu plus, je pense. Il y a une question de... Tu voulais intervenir, Thibaut, vas-y. Non, parce que c'est un petit peu différent quand même, mais peut-être qu'on peut répondre, vous avez peut-être un avis. C'est Margarine Yourcenar, salut Margarine, qui la pose. Bonjour, salut Margarine. Est-ce que des électeurs républicains pourraient être séduits par une candidature avec une posture gaulliste de Dominique de Villepin? Dominique de Villepin qu'on a vu à la fête de l'UMA, par exemple, qui a enthousiasmé son public, d'ailleurs. C'est le retour de Dominique de Villepin, qui est très en marge quand même des républicains. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'un électeur républicain puisse être séduit. Non, à cause de ses positions sur Israël et sur Palestine. Je pense que là, Virginie n'a pas tort lorsqu'elle dit que les républicains se sont droitisés, mais je ne sais pas si c'est les dirigeants républicains qui sont droitisés ou c'est l'électorat qui s'est droitisé. Et c'est ça la grande différence. C'est qu'en fait, on ne peut pas comprendre la popularité de Bruno Retailleau si on ne regarde pas les évolutions sociologiques, notamment des électeurs macronistes. En fait, on pense que Bruno Retailleau est très populaire auprès du Rassemblement national. En fait, pas tant que ça. Non. Là où Bruno Retailleau est extrêmement populaire et où a pris ses grandes marges de progression, c'est auprès des électeurs macronistes. Et d'ailleurs, même, il devient la personnalité préférée après Marine Le Pen et après Jordan Bardella, en dépassant Édouard Philippe grâce à son gain de popularité auprès des électeurs d'Emmanuel Macron. Il y a un sondage que je trouve très intéressant qui sort chaque année qui s'appelle Fracture française et en fait qui interroge les différentes classes d'électeurs en fonction des questions très précises. Est-ce que vous êtes prêt à mettre un chef autoritaire sans passer par l'élection? Est-ce que vous voulez plus de fermeture sur les flux migratoires? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier vos libertés pour davantage de sécurité? Sur toutes ces questions-là, en fait, on voit une évolution très marquée sur les questions de société et sur les questions de sécurité, sur des questions d'immigration. Actuellement, même sur les questions migratoires, ce qu'il faut comprendre, c'est que même les électeurs de gauche sont en faveur de davantage de restrictions des flux migratoires. Ça peut apparaître étonnant, mais c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a 50% des électeurs de la France insoumise qui considèrent qu'il y a trop d'étrangers en France. Donc c'est quand même assez marquant. Donc il y a une mutation globale de tous les ensembles d'électorats. Maintenant, la question qui est posée, c'est est-ce que c'est la bonne stratégie pour Est-ce qu'ils vont doubler le Rassemblement national au finish? En fait, moi, je pense que Retailleau, c'est pas son objectif. Je pense que ils ont deux lignes différentes au sein des Républicains. Celle de Retailleau, et c'est pour ça qu'il s'est rapproché de Nicolas Sarkozy, c'est qu'en fait, il considère qu'il faut faire une OPA sur les électeurs de droite qui ont été séduits par Emmanuel Macron et en 2017 et en 2022. La stratégie de Laurent Wauquiez, c'est comme ça qu'il attaque Bruno Retailleau en disant qu'il est trop collé à François Bayrou et il est trop collé à Emmanuel Macron et qu'il est en manque d'indépendance avec eux. C'est que lui, il considère qu'il faut faire une droite indépendante, il faut faire une rupture avec Emmanuel Macron. Or, il considère que pour faire une rupture avec Emmanuel Macron, il faut y aller à droite toute, en préemptant les électeurs du Rassemblement national et peut-être en misant sur une future inéligibilité de Marine Le Pen en se disant qu'il y a un électorat à chercher qui sera orphelin et qui va demander davantage de fermeté sur les questions sécurité, migratoire et qui demandera un programme de droite. C'est pour ça que Laurent Wauquiez, dans sa dernière interview, dit que Marine Le Pen a un programme de gauche. Oui, il faut faire attention après sur les sondages d'opinion parce que faut rappeler que cette élection... Oui, sondages qui par ailleurs se plantent quand même assez souvent. Hein. Mais surtout parce que les sondages d'opinion sont faits auprès d'une population générale, etc. Alors que l'élection, ce sera les membres des Républicains qui vont devoir voter. Et donc là, sur ce point-là, a priori, Laurent Wauquiez pourrait avoir l'avantage. Si demain, globalement, l'élection avait lieu, en effet, Bruno Retailleau aurait l'avantage parce qu'il a l'opinion avec lui, parce qu'il a beaucoup de soutien au sein du parti.
En revanche, Laurent Wauquiez, il a un avantage dans cette course à la présidence du parti, c'est qu'il a du temps. Il est président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale et très, comment dire... 47 députés, hein, c'est pas non plus... Non, mais c'est pas ça qui va lui permettre d'avoir sa force. Quand on voit les soutiens d'ailleurs qu'il a, c'est franchement pas des gens de premier rang qui vont le soutenir. Derrière, il a le temps de passer des coups de fil aux différentes fédérations, de faire des déplacements, rencontrer les militants, les républicains. Et sur la longueur, moi je discutais du coup avec différents membres du bureau des républicains. Ils sont tous d'accord pour dire que ça va être très serré et que l'issue de ce vote va être assez serré entre le. Si on a un qui est populaire et l'autre qui n'est pas populaire, les gens qui vont être amenés à voter, ils vont choisir celui qui est populaire quand même. Ouais, mais faut se rappeler, Virginie, que lors de la bataille Fillon-Copé, les sondages donnaient Fillon à 80 et Copé à 20. Au final, il y a eu 50-50. Nous, on a regardé... Et les résultats ont été contestés. Les résultats ont été contestés pour différentes raisons. Nous, on a regardé le scrutin. Le scrutin, actuellement, il y a 43 000 adhérents. Et en fonction des fédérations, on voit à peu près qu'il y aura à peu près entre 65 000 et 85 000 votants qui ont le droit d'adhérer jusqu'au 16 avril. Je crois, si je ne me trompe pas, pour un premier tour et unique, parce qu'il n'y a que les deux candidats, le 17 et 18 mai. En fait, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est la sociologie des militants. C'est-à-dire que la motivation de vote des militants n'est pas le même que celui des grands électeurs de droite. Un électeur de droite, il est motivé pour des questions idéologiques, il va voter pour ça. Un militant, il faut quand même se dire que c'est quelqu'un qui donne de son temps pour aller coller, pour aller voter, pour aller se donner de son temps. Donc ses motivations ne sont pas exactement les mêmes que le peuple de droite au sens large. Deuxième point, c'est où est-ce qu'ils sont localisés, les militants. Or, quand on regarde la carte électorale des militants, c'est qu'ils sont localisés en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et en PACA. Donc des terres favorables à Laurent Wauquiez. Donc effectivement, moi je suis d'accord avec vous, je pense que l'élection sera très serrée et que ça va jouer à 50-50 ou 55-45. Allez, on prend les paris. Est-ce que nous refermons ce troisième tiroir? Parce que j'en ai un petit dernier à ouvrir, il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous voulez qu'on parle du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, par exemple? Oui, dans ce cas-là, les invités disent « Ah bah oui, avec plaisir. » Oui, justement, Je ne sais pas si c'est à nous de répondre ou si c'est au chat de répondre. Justement, on voulait absolument... Certainement, le chat est très d'accord. Bon, un petit mot sur le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, qui n'a pas répondu à la convocation de la commission des finances de l'Assemblée nationale le 11 février. Alexis Collère qui invoque des problèmes d'agenda, puis ensuite le principe de séparation des pouvoirs. Qu'en pense-t-on ? Alors peut-être rappeler que Éric Coquerel, du coup, qui est le président. Alors, petit rappel, du coup, ça se passe dans le cadre du dérapage budgétaire. En gros, la commission des finances de l'Assemblée nationale a pris les prérogatives d'une commission d'enquête sur le dérapage budgétaire. Elle est présidée par Éric Coquerel, qui est de la France Insoumise, et donc qui avait souhaité auditionner Alexis Collère sur le dérapage budgétaire. C'est une manière indirecte d'atteindre aussi le président de la République en faisant cela. Et donc, Alexis Collère a refusé, pour les raisons que vous avez évoquées. Et donc là, Éric Coquerel a rappelé qu'il allait donc faire une nouvelle convocation et qu'il saisirait la justice si jamais le secrétaire général de l'Élysée... S'il est en droit de faire. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que si Alexis Collère ne se présente pas, je crois qu'il risque 3 ans de prison et 7 500 € d'amende. Je rappelle qu'une convocation à une commission d'enquête parlementaire est chose très sérieuse. Personne ne peut s'y soustraire. On vient vous chercher avec des gendarmes, hein, possiblement. Non, mais qui que ce soit, quel que soit son rang, quel que soit son niveau, personne ne peut s'y soustraire. Alors Alexis Collère, qui est secrétaire général de l'Élysée, lui, il devrait absolument s'y rendre s'il était raisonnable. Je pense qu'il joue un peu la résistance et qu'il se dit, on ne sait jamais, avec un malentendu, on va peut-être me laisser tranquille. Parce que c'est un homme de l'ombre aussi de l'Élysée, qui n'a pas l'habitude aussi d'être très exposé. Moi, je me souviens de la commission Benalla au début du premier quinquennat. Il y avait plein d'hommes de l'ombre et qui ont dit des choses passionnantes et qui ont beaucoup éclairé sur la marche de l'Élysée, parce qu'il y avait justement des gens qu'on n'entend jamais, qu'on ne voit jamais et qui ont dit des choses passionnantes. D'ailleurs, je suggère à tous ceux qui sont intéressés de regarder ces débats. Elles sont en ligne. C'était passionnant de ce que ça disait de la marche d'un pouvoir comme l'Élysée, de la non-communication entre les différents hauts fonctionnaires et de parfois des raideurs du système qui avaient permis à Alexandre Bella de prospérer à l'intérieur de l'Élysée. Mais vraiment, c'était passionnant. Et c'est des gens qu'on n'entend jamais. Donc Alexis Collère, je ne sais pas si finalement Éric Coquerel va avoir gain de cause, mais il va devoir s'y rendre. Il n'a pas l'air d'avoir compris. Mais c'est pas une blague, une commission d'enquête parlementaire. C'est très sérieux. J'avais pas d'autres choses à rajouter, c'est très complet. William, moi, je connais pas le fond du dossier, mais je dirais que dans la suite de ce que je disais sur la conception d'Emmanuel Macron et des macronistes des
des contre-pouvoirs. Ils ont du mal à se faire qu'il y ait des contre-pouvoirs et que Alexis Kohler a oublié qu'il était uniquement secrétaire général de l'Élysée et pas président de la République. Le seul qui peut se soustraire à une commission d'enquête, c'est le président de la En vertu République. de la séparation En des vertu de la pouvoirs. séparation des pouvoirs, mais que Alexis Kohler n'est pas président de la République, même s'il peut être considéré comme une sorte de vice-président de la République. Mais c'est pas lui qui Oui, on est l'appelle un peu actuellement comme chef ça. de l'État. Donc il doit se rendre à la commission d'enquête pour y répondre. C'est le devoir de tout fonctionnaire et tout serviteur de l'État de rendre des comptes. Et je pense qu'en Macronie, globalement, je pense que c'est ça la plus grande critique qu'on peut leur porter, c'est qu'ils ont oublié une chose, c'est qu'ils ont érigé en termes de culture le principe d'irresponsabilité, qui est qu'en fait, vous pouvez faire quelque chose et pas rendre des comptes à ceux qui sont comptables, c'est-à-dire les représentants du peuple. Vas-y, Pardon, je t'en non, prie, j'allais Thibaut. dire pour Vas-y, vas-y. conclure, mais surtout qu'en plus l'Élysée, c'est la seule institution qui n'a pas été entendue dans ces commissions. Juste pour rappeler que du coup, les ministres de l'économie ont été entendus, les différents premiers ministres ont été entendus, Gabriel Attal, Elisabeth Borne, etc. Donc en fait, là, et tous se sont renvoyés la balle et ont partagé, j'allais dire, la responsabilité du dérapage budgétaire. Et il y a quand même un arbitre. Pour à la fin. partager, Oui. se sont renvoyés la responsabilité du dérapage. Ils Oui, n'ont et pas Bruno vraiment Le Maire a partagé. pris beaucoup de responsabilités dans cette affaire quand même. Il en a pris beaucoup pour son grade. Mais c'est vrai que dans cette À histoire, on juste n'a titre. pas entendu l'Élysée, et qui est quand même l'arbitre final dans les décisions budgétaires notamment. Alors il y a Yapouka, dernière petite question qui dit il peut résulter quoi de ces convocations? C'est-à-dire que quand on se pointe à ces convocations, on est obligé de dire la vérité, puisqu'on prête serment, il me semble, alors, pas sur la Bible, mais on prête serment et on part en prison quand on ment. Je crois que c'est ça la sanction. C'est la seule sanction, c'est le parjure. C'est ça, Ils ne hein. peuvent pas être sanctionnés pénalement s'ils ont été nuls ou s'ils ont mal géré le pays. Par contre, ils peuvent être pointés en termes de responsabilité politique. Évidemment, ce qui compte sur cette affaire, c'est qui était responsable du dérapage budgétaire. La théorie de Le Maire, c'est que c'est l'Élysée qui est responsable parce qu'à tout moment, ils ont refusé ce qu'on appelle les projets de loi de finances rectificatifs pour éviter les dérapages budgétaires pour uniquement des raisons électorales. C'est-à-dire que et Attal, et Kohler et Macron auraient, selon les équipes de Bruno Le Maire et selon Bruno Le Maire lui-même, auraient refusé de le faire parce qu'ils auraient peur de le faire avant les élections et avant d'éviter une Je motion de rappelle à censure. Bruno Le Maire Élections que s'il européennes. était en tel Ouais. désaccord que ça avec les décisions de l'Élysée, il lui restait une chose, la démission. Et qu'on ne peut pas rester à son pouvoir et dire après ah oui, mais personne ne m'a écouté. Si personne ne t'écoute et si tu penses que tu dis des choses très intéressantes, tu démissionnes et tu dis la situation est trop grave, je ne peux pas rester à mon poste et couvrir des décisions qui ne se font pas. Chers amis, il est 18h, passé de 13 secondes, on est un petit peu en retard. C'est l'heure du mot de la fin. Alors un mot de la fin très succinct. William, le mot de la fin? Les 3 mots de la fin, si tu veux. Allez. Les trois mots de la fin. Je dirais que on est actuellement en crise démocratique, que c'est de plus en plus compliqué, que c'est intéressant de faire ce type d'émission parce que ça permet de rapprocher et la compréhension des citoyens de ce qui se passe et que malheureusement on n'est pas aidé par une classe politique qui joue à contre-courant des intérêts de la société. Thibaut Petit, le mot de la fin, le mot de la suite, si tu veux. Oh bah, je vous remercie déjà pour l'invitation, je vais faire très court. Et puis Plaisir voilà, partagé. c'est ma petite première pour moi. Donc, mais j'espère qu'on a été clair, le débat était très intéressant et on a presque envie de le poursuivre. On aura l'occasion de le poursuivre certainement. Et Moi, avec vous, tous je les dirais que entre l'enthousiasme et même, j'allais dire, l'espoir qu'a suscité la candidature d'Emmanuel Macron et ce second quinquennat qui s'achève dans les cendres, l'amertume, la désillusion et la colère des électeurs, c'est vraiment un gâchis phénoménal. 18h01, passé de 8 secondes. Merci à tous les trois. Je vous fiche dehors. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. À très vite, je pense, pour un autre point sur l'actualité politique. Je vous remets au bon soin de Camille, qui sera votre fil d'Ariane, certainement, pour retrouver l'air frais du mois de février, certainement aussi au 116 avenue du Président Kennedy, à la Maison de la Radio. Nous quittons l'Assemblée nationale, le Palais Bourbon, la rue de Montpensier, le siège des Républicains. On quitte le bruit, la fureur, la presse qui s'empresse, les intrigues d'alcôve, pour nous réfugier dans un studio feutré et nouveau trait, mais dignement, dans l'infini d'une partition écrite par un ordinateur. Taisez-vous là-bas, s'il vous plaît. Et on ouvre d'un deuxième œil le livre d'à côté, celui de l'annuaire des débats qui sont nés autour de l'intelligence artificielle. On va l'ouvrir à la page musique, puisqu'après le cinéma, les médias, la photographie, l'intelligence artificielle y a mis le pied dans la porte et s'y est invité, bon gré mal gré. Pour le meilleur, disent certains, pour le pire, disent d'autres, avec en su des possibilités infinies, une bouffée d'air dans la création, mais aussi des problèmes éthiques et de propriété intellectuelle. Il est 18h, on a le droit de dire bonsoir. Bonsoir à Alexandra Ben-Samoun. Vous avez chacune et chacun un micro, bienvenue. Pardonnez-moi l'accueil un peu abrupt, vous avez des gobelets, vous avez de l'eau, n'hésitez pas à vous servir. Et bienvenue dans le talk de France Info. Bonsoir, merci. Alexandra Ben-Samoun, vous êtes professeur de droit privé et en sciences criminelles, pardon. Vous êtes spécialiste en droit numérique. En face de moi, Sofian Fanen. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes journaliste musical, vous avez cofondé Les Jours. Tout à fait. Publication respectable. Abonnez-vous. Et à vos côtés, en face de moi, François Paché. Bonsoir François. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes musicien, guitariste, ingénieur. Vous êtes un ex de Spotify, un ex de Sony. Et vous créez actuellement une entreprise dans le domaine de l'intelligence artificielle musicale. Est-ce que j'ai à peu près tout bon? Parfait.
Chers amis, bienvenue. Vous avez chacune et chacun une relation à l'intelligence artificielle. Alors, on est le 19 février 2025. Est-ce que le 19 février 2025, il serait de bonne loi de l'avoir arrivé comme une mauvaise nouvelle ou comme une opportunité? C'est une manière de lancer les débats. Alexandra Bensamoun. Hum, Moi, je dirais que toute innovation est toujours une opportunité et qu'il faut jamais rater le train de l'innovation et que pour que l'innovation devienne un progrès, il faut juste faire attention qu'elle se concilie correctement avec nos droits et nos libertés. Et je pense que vous avez deux, trois petits trucs à nous dire, certainement, pour leur avenir. Il me Petites choses, semble. des toutes petites choses. Sophie Fanen. Écoutez, de toute façon, elle est là. Je crois qu'elle va pas rentrer dans son tube de dentifrice, l'IA. C'est trop tard. Et la musique, si on parle de musique, la musique, elle s'est faite d'évolution technologique. La musique, elle est faite avec la technologie. Quand un homme préhistorique a fait des trous dans un os pour en faire une flûte, c'est une rupture technologique et ça crée de la musique. Donc voilà, la musique, ce n'est qu'une histoire de rupture technologique et de rupture culturelle. Donc l'IA est une nouvelle rupture technologique et il faut faire avec. C'est tout. Je vous ai un peu lu, Sofian, vous citez dans un de vos papiers Jean-Michel Jarre qui dit « Il ne faut pas avoir peur de ce que tout cela peut faire à la musique. Ça fait partie de l'humain de penser que demain sera pire et qu'hier était forcément meilleur. Était forcément mieux, pardon. » Vous l'aviez écrit il y a quelques années, vous êtes toujours d'accord avec ça? Je pense que la musique de demain sera toujours meilleure que celle d'hier. En tout cas, elle sera toujours aussi intéressante. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc moi, j'ai absolument, c'est un prérequis de cette discussion, j'ai absolument aucune inquiétude pour la musique, pour la création musicale. Par contre, tout autour, il y a un cadre économique, technologique, culturel, juridique. Il y a beaucoup de personnes et de foyers qui vivent, qui dépendent, qui tournent dans le monde de la musique. Et c'est là où il faut faire attention à ce que tout ça, ça va être chamboulé très fortement. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas des conséquences trop graves. Mais par contre, sur la création musicale, la musique, elle va continuer à avancer. Et la musique, elle avance indépendamment du cadre économique, indépendamment. Il y a plein de gens qui font de la musique sans en attendre quoi que ce soit économiquement, parce que c'est en eux et ils ont besoin de faire sortir ça, et c'est de l'art. Voilà. Ensuite, il y a de l'art et par-dessus, il y a l'économie, le droit, etc. François Péché. La question, c'était est-ce que c'est une opportunité? Oui, bien sûr, évidemment. C'est vrai aussi qu'il y a une pression qui est exercée sur les artistes, parce que, mais je voudrais dire pourquoi, pour rebondir sur cette question. Alors j'aurais peut-être dû l'introduire comme ça. Vous allez avoir trois postures, je suppose, un peu différentes. Et il y aura la question du chat. Donc on va aller un peu dans tous les sens. On peut ouvrir tous les tiroirs que vous voulez. On fera certainement des allers-retours entre les thèmes. Pardon, Oui, je vous ai bien coupé, sûr. François. Non, mais j'aurais d'abord dire une chose, c'est que l'IA arrive à un moment de l'histoire de la musique assez particulier, qui est une époque de surabondance, qui n'a rien à voir avec l'IA. Aujourd'hui, il y a 100 millions de titres dans les plateformes, il y en a 100 000 créés par jour. Bon, à la louche, on peut discuter des chiffres, mais c'est du jamais vu. Et donc l'IA arrive déjà dans un paysage, alors je ne vais pas dire sinistré, parce que je vais me faire engueuler, mais il y a quand même ce qui se passe, c'est important de le comprendre, c'est que l'IA se nourrit, beaucoup de gens disent que l'IA se nourrit des œuvres des artistes, des œuvres des musiciens, ou alors des photographes, ou des textes écrits par les... Alors, c'est pas exactement ça qui se passe. L'IA se nourrit de ce qu'ont les œuvres en commun. Si toutes les œuvres dont on parle étaient toutes tellement ultra singulières, l'IA n'apprendrait rien. L'IA n'apprend pas à partir d'une œuvre, elle apprend à partir de ce que des œuvres ou des morceaux d'œuvres ont en commun. Et ce qui se passe aujourd'hui, et pourquoi l'IA marche si bien, c'est parce qu'il y a une surabondance de contenus extrêmement similaires entre eux. Mais il faut le dire. Donc l'IA serait arrivée, je ne sais pas, il y a 50 ans, je ne sais pas si ça a du sens de dire ça, mais elle n'aurait pas marché pas parce qu'il n'y avait pas Internet ou ça, mais parce qu'il n'y avait pas autant d'œuvres et pas autant d'œuvres très similaires les unes avec les autres. Donc en fait, c'est une situation très particulière. On a un peu tendance, je crois, à mettre sur le dos de l'IA tout un tas de problèmes. Mais le problème de fond, c'est qu'il y a une surabondance de production, de contenu en musique. C'est vrai en littérature, c'est vrai en cinéma, en France, c'est vrai aussi dans plein de domaines. Et aussi évidemment d'artistes, puisqu'il faut bien qu'elles sont produites par des êtres humains. Et donc, le problème est plus compliqué que l'IA. C'est l'IA plus un état de la société très particulier. Sofian, Alexandra, vous souscrivez? Oui, c'est ce que dit François est tout à fait vrai. C'est-à-dire que la numérisation de la musique, le MP3 dans les années 2000, puis le streaming ont donné les outils
à tout un chacun de fabriquer, de produire de la musique, de distribuer la musique et de éventuellement faire parler de sa musique beaucoup plus facilement. Le coût n'est pas zéro, pas du tout, mais en tout cas, c'est sans commune mesure avec l'époque de la rareté, comme on disait, où il fallait passer par les fourches codines d'un studio, d'une maison de disques, d'atteindre des médias, etc. Voilà, pour juste atteindre les oreilles des gens. Aujourd'hui, il y a une sorte de grande porte ouverte. C'est extrêmement facile. On pourrait composer un morceau là pendant le live et le diffuser sur les plateformes. Dans quelques jours, il y serait. Voilà, c'est extrêmement facile. Du coup, on a énormément de musique, plus de musique que jamais. Et en plus, la logique même économique et même ergonomique des plateformes de streaming étant celle du volume de stream. C'est-à-dire que pour gagner de l'argent, il faut faire du volume de stream, plein de streams. Bah, tout le monde essaie de jouer à ce petit jeu en entrant dans l'arène et tout le monde se bat avec les mêmes moyens sur la même arène. Et du coup, pour essayer de faire du volume de stream, l'une des stratégies, c'est de faire de la musique qui ressemble un peu à toutes les autres musiques pour essayer de se glisser dans des playlists de morceaux qui se ressemblent un peu. Et quand vous faites un morceau qui ressemble un peu à d'autres, peut-être que vous n'allez pas accrocher très fortement les auditeurs que vous allez trouver. Par contre, vous n'allez pas forcément leur déplaire. Et donc, à ce jeu-là, multiplié par le monde entier, on se retrouve avec énormément de musique effectivement remplaçable. Alors, c'est une longue histoire, hein. C'est pas non plus apparu avec le streaming. Mais... La chèvre-bot dit, est-ce que l'IA ne risque pas de rendre les musiques encore plus génériques, c'est ce que vous êtes en train de dire? Oui, sans doute, plus générique. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire que les musiques se ressemblent? Ça veut dire que juste le style de ces musiques peut être assez similaire. Maintenant, on a toujours connu ça dans l'histoire de l'art. C'est classique ce qu'on est en train de dire. Il y a des courants artistiques, il y a des styles. Les styles, d'ailleurs, sont pas protégés par la propriété intellectuelle, donc c'est libre. Tout le monde peut créer dans le même style ou dans le style d'eux. Et donc, le fait qu'en effet, ce soit beaucoup plus simple aujourd'hui de créer, que les chaînes de valeur soient différentes, que les chaînes de production soient raccourcies, tout ça, ça a fait qu'en effet, il y a plus de création. Après, moi, j'ai envie de dire, je me réjouis que la création humaine soit si riche aujourd'hui. Et j'y vois pas quelque chose de négatif en réalité, parce que c'est pas parce qu'on crée dans le même style qu'on crée la même chose. Je veux dire, un nouveau roman, en effet, le style, c'est le nouveau roman. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont substituables peut-être pour une IA, mais pas pour un cerveau humain? Voilà. Comment le droit s'en empare? Ah là là, comment le droit s'en empare? Le droit s'empare... 2 heures, professeur. Ouais, j'ai 2 heures, je vais essayer de faire 2 minutes pour que ce soit très clair et pour qu'ensuite on puisse interagir tous. Il y a 2 endroits en fait où le droit va avoir à réguler la chaîne de l'IA. En amont et en aval. En amont, comme a dit François, l'IA se nourrit d'un certain nombre de données. Et ces données, c'est bien si ce sont des données de qualité. D'autant que lorsque l'IA s'entraîne sur des données synthétiques, le modèle dégénère, le modèle collapse. Donc ça, aujourd'hui, on le sait. Donc il faut des données de qualité et les données d'origine humaine sont des données de qualité. Et puis c'est sans doute mieux qu'un chat, voilà. Donc de ce fait, bien... Les fournisseurs d'IA ont un besoin de ces données de qualité qui peuvent être protégées par des droits de propriété intellectuelle, par du droit d'auteur, par des droits voisins du droit d'auteur, par exemple vos articles, vos émissions, droits voisins des éditeurs de presse, donc droits des producteurs, droits des stations de radio, droits des chaînes de télévision. Tout ça, c'est protégé par des droits et c'est aspiré, donc crawlé, et ensuite c'est mouliné, c'est complètement détruit uniquement pour en dégager des tendances, des corrélations. C'est pas le contenu en lui-même pour son contenu, mais pour entraîner la machine, pour apprendre à la machine ensuite à générer des outputs. Donc dans les inputs, vous avez compris, il y a des contenus qui sont protégés, qui sont utilisés sans autorisation, sans rémunération. C'est ça qui crispe. Ça crispe tout le secteur de la culture, tout le secteur des médias. De manière unanime, encore dernièrement, il y a eu une prise de position totalement unanime de tous les titulaires de droit. C'est pas seulement à l'échelle française, c'est à l'échelle européenne, c'est à l'échelle internationale, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une 40aine de procès sur ce sujet-là, dont des class actions. Avec un juge qui, là, très récemment, nous a dit c'est pas fair use, c'est pas une exception au droit, cet usage-là. Donc, il y a ce sujet de vous avez besoin de données, il va falloir
rémunérer les données entrantes. Tous les intrants, d'ailleurs, on les rémunère. On paye très cher des talents, on paye très cher l'électricité, on paye très cher des puces, on paye très cher des data centers. Il va falloir payer aussi la nourriture, en quelque sorte, c'est-à-dire les données. Premier problème. Deuxième problème, en aval. Une fois que vous avez mouliné tout ça, les IA, les modèles vont donner lieu à des applications d'IA générative, et ces IA génératives, elles peuvent produire un résultat qui parfois est concurrent d'un résultat humain, de ce qu'on appelle une œuvre lorsque c'est créé par un être humain. Alors ce produit généré par une IA, est-ce que c'est une œuvre? Est-ce que c'est protégé ou pas? Dans quelle mesure? À qui vont les droits? Etc., etc. Donc vous voyez, on a deux sujets. On a un sujet en amont qui est vraiment en phase de règlement, c'est-à-dire qu'un sujet sur lequel tout le monde réfléchit à l'échelle internationale, et un sujet en aval sur la production générée par IA, où là on a quelques décisions de justice aux États-Unis, quelques décisions de justice aussi en Chine, qui ne sont pas d'ailleurs dans le même sens qu'aux États-Unis, mais c'est tout. On n'a pas encore une réflexion globale. Qu'est-ce que disent nos amis chinois? En Chine, il y a eu des productions générées par IA qui ont pu être protégées par le droit d'auteur, alors qu'aux États-Unis, et notamment l'US Copyright Office, vient de rendre un rapport sur les productions générées par IA, où ils disent bien, non, pour pouvoir accéder à la protection du droit d'auteur, il faut un être humain. Il faut un être humain qui exprime sa personnalité dans l'œuvre. C'est le même système qu'en France, parce qu'on est tous liés par une convention qui s'appelle la Convention de Berne, qui date du 19e siècle, et qui nécessite cette présence humaine, cette création humaine où l'auteur exprime sa personnalité dans l'œuvre. Voilà, donc on voit bien que là, les régions normatives du droit, c'est-à-dire la Chine, l'Europe, les États-Unis, les lawmakers, sont en train de se positionner sur ces différents sujets de l'amont et de l'aval. Parce que si j'ai bien compris, ce qui s'est passé en Chine, c'est que c'est le prompt qui devient la création humaine. Et j'imagine que ça, c'est très à l'avantage des entreprises. Il y a une influence du prompt, il y a une influence aussi ensuite du traitement, de ce qui peut être réalisé en aval. Disons qu'ils ont une approche qui est complètement différente de celle qui est proposée dans le rapport américain, où dans le rapport américain, on nous dit non, si les prompts sont originaux, éventuellement les prompts peuvent être protégés, mais pas le sortant, pas ce qui sort ensuite de l'IA générative et qui n'est pas maîtrisé par... voilà. Alors c'est peut-être un peu excessif aussi, parce que, et d'ailleurs l'US Copyright Office nuance un petit peu en disant parfois il peut y avoir une intervention humaine tellement forte que la personnalité de l'auteur se retrouve dans le résultat. Ça va être encore du cas par cas. Alors, Ouais, c'est une question, parce que moi, je vois, je travaille sur ces sujets-là en ce moment, et j'essaye de faire une veille sur ce qui se passe sur les plateformes. Alors, il y a, comme on disait, il y a des 150 000 titres qui arrivent tous les jours, donc évidemment que je ne peux pas tout voir, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de morceaux entièrement générés par IA, qui arrivent sur les plateformes en masse, notamment sur toute la musique, tout le mood, les trucs de piano, chill, de bruit de rivière, musique d'ambiance, certes extrêmement générique et imitable. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi arriver des œuvres qui ont l'air un peu hybrides, où on voit que les paroles ont peut-être été écrites par des humains ou coécrites par des humains, parce qu'on peut aujourd'hui, sur les outils comme Suno, Udio, dans les dernières évolutions, on peut écrire ces paroles ou modifier des paroles qui ont été générées par l'IA. Il y a une sorte de co-création qui est en train de qui est en train de naître. Et on voit, par exemple, il y a énormément de chansons. Il y a une grosse vague en ce moment, par exemple, de fausses chansons de soul américaine 70s qui imitent vraiment les grands groupes américains des années 70 et tout, mais avec des titres et des paroles ouvertement salaces ou drôles, ou qui se moquent de Donald Trump, ou, etc. Donc on a une sorte de co-création où on voit que la musique est probablement 100% IA. Par contre, les paroles, je pense pas qu'une IA puisse créer ces paroles-là, donc on est dans un truc humain. C'est assez curieux. C'était le cas, je crois, du duo fictif entre Drake et The Weeknd.
Je crois Où que là, il y avait une production humaine, où la musique était humaine. Exactement, elle Exactement. était humaine et ensuite ils ont fait générer évidemment les voix par IA. Donc il peut y avoir des phénomènes de co-création aussi et c'est en cela que l'IA va enrichir aussi la capacité créative des êtres humains. Je veux dire, l'IA utilisée comme outil, c'est un formidable outil. Je veux dire, on a eu la guitare, on a eu le piano, mais là on a un outil qui est absolument dingue, incroyable, qui va augmenter nos capacités, qui va nous challenger dans la création. Le sujet, c'est vraiment voilà, comment on utilise l'IA comme un outil et pas l'IA à la place des créateurs. Kyle, dans le chat, dit je pose une question. Est-ce qu'avant d'imposer l'IA partout, on s'est posé la question de ce que veut la société personnellement, ce que dit Kyle, en tout cas, je n'ai absolument pas envie d'écouter de la musique faite par de l'IA. Ça ne m'intéresse absolument pas. J'aime la sensibilité qu'un artiste peut mettre dans sa musique. Mais finalement, utiliser l'IA, on peut mettre de la sensibilité dans une IA. Il suffit de la mettre dans le prompt, non? Oui, oui, c'est bien sûr. Il n'y a pas de l'émotion, c'est pas quelque chose comme le sel qui est là où il y en a un peu, où il y en a beaucoup, on en rajoute, on enlève. C'est quelque chose qui se passe entre l'objet, la musique et les gens. Mais je voudrais juste, sans rentrer dans un débat, une polémique qui serait de toute façon stérile et un peu tardive. Et puis c'est fatigant cette histoire de droit parce qu'on en entend parler tout le temps. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il y a, avec, disons, ce point de vue général. Un peu bisounours, dans lequel, oui, il faut rétribuer. Bien sûr qu'il faut rétribuer les artistes, évidemment. Simplement, il me semble qu'il y a une opportunité de réflexion avec cette IA qui n'a pas été vraiment saisie. C'est-à-dire qu'on a légiféré beaucoup, beaucoup trop tôt. D'une part, aujourd'hui, on parle de prompt. Il y a 3 ans, personne ne savait ce que c'était un prompt. Et il est probable que dans 3 ans, ça sera autre chose. Tout le monde le sait, les nouveaux systèmes d'IA seront très différents. Ils seront ce on appelle en anglais grounded, ancrés. Ça va donner lieu à des applications totalement différentes, il va falloir tout recommencer, très probablement. On n'a pas légiféré sur ces sujets-là. Non, mais il y a l'AI Act quand même qui a été... Oui, mais il n'y a rien dans l'AI Act sur ces sujets. Il y a beaucoup de choses sur, par exemple, la taille des LLM. À partir d'une certaine taille, il faut rentrer dans une autre catégorie. Il y a beaucoup de choses qui sont absolument absurdes, mais c'est bon, c'est la passion européenne pour la législation. Mais je pense qu'il est, comme on dit en français, urgent d'attendre. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une période stable. Donc, en effet, il faut voir ce que les gens font avec ce qu'il y a. Puis, il y a aussi, il faut le dire, une énorme hypocrisie, dans le sens où les ayants droit, les institutions, ils font leur travail, ils disent oui, il faut protéger, mais quand on leur parle en tête à tête, ils sont les premiers à utiliser des titres protégés pour extraire la base du morceau de Stevie Wonder, pour jouer avec Suno, alors qu'en effet, c'est problématique du point de vue des droits, pour faire des trucs marrants, etc. Donc, tout ça, c'est le signe qu'on est dans une période totalement instable. Et honnêtement, personne ne sait, et en particulier les chercheurs en IA eux-mêmes, à quoi ressemblera l'IA dans quelques années. Et je dois dire que moi, il y a beaucoup de gens, des chercheurs en IA, qui sont consternés par cette ultra-régulation prématurée. Non pas qu'il faille pas réguler, bien sûr. Disons, tant que c'était pour de la musique, ça posait peut-être moins de problèmes que pour des raisons de souveraineté ou... on l'a dit, ça a été dit. Fait pour ça. On veut de la création, on veut que la création soit libre, tout ça évidemment. Mais à ce stade, l'IA. Et puis cette régulation va probablement être contournée de 1000 manières parce qu'elle est facile à contourner. Donc bref. Après, il n'y a pas que la régulation dans l'IA. Il y a d'autres aspects aussi intéressants. En effet, sur les promesses qu'elle peut tenir ou pas de fabriquer du nouveau. Alors oui, c'est vraiment intéressant. Une fois qu'on a écarté les problèmes de droit, mettons qu'on ait le droit de faire ce qu'on a envie de faire, il y a, il me semble, avec cette IA, quelque chose de nouveau dans le sens où il y a du nouveau. Ce que je veux dire par là, c'est qu'autrefois, on parle bien de musique, il y avait le plagiat qui n'était pas assez nouveau, et puis il y avait le nouveau, et puis c'est tout. Il y avait 2 catégories, grosso modo. Je ne vais pas entrer dans les détails, il y en a peut-être quelques-unes autres. Et maintenant, on a plein de catégories de nouveaux différentes. On a le transfert stylistique, qui crée du nouveau non plagiant, mais qui n'est pas non plus complètement nouveau parce qu'il est inspiré de choses existantes. Il y a l'exploration stylistique, il y a les singularités stylistiques. Par exemple, on prend un truc dans un style qu'on a appris, alors on a le droit, supposons qu'on ait le droit, puis ensuite on le pousse, on lui rajoute des contraintes pour le tordre, pour l'emmener dans les recoins de l'espace du style. Alors ça, c'est très intéressant, mais c'est des catégories du nouveau qui sont elles-mêmes nouvelles. Et donc il faut attendre de voir évidemment ce que les gens vont faire ou pas avec ces choses-là. Il y a les hallucinations dont on a beaucoup parlé avec le texte, mais qui existent aussi dans le domaine audio ou voir des images. Tout ça, c'est des nouvelles catégories de nouveaux, et je pense qu'il faut laisser le temps un peu à la société de le faire, de comprendre, de digérer, d'accepter, de refuser, etc., etc. On va trop vite. Et c'est quoi les gros freins là ? Il y a Pignoufou dans le chat qui vous interpelle.
quand François Pachet dit il y a beaucoup de chercheurs qui se plaignent de la régulation, en fait, ce propos vient de quelqu'un qui intéresse, qu'il y en ait le moins possible. Alors, vous parlez de qui, combien et quelles sont vos sources? Je vous demande Pignoufou, vous n'êtes pas obligé de répondre d'ailleurs. Sachez qu'il vous pose la question tout de même. Moi, je suis d'abord, avant d'être médecin, je suis surtout chercheur en IA. Je connais aucun collègue qui soit content avec l'AI Act. Pour parler de l'AI Act, Alors, qu'est-ce qui est embêtant là-dedans? Comme je l'ai dit, c'est pas que les chercheurs veulent pas de régulation, c'est absurde. Évidemment, c'est un cadre, mais après non, le cadre c'est il est qu'il large. est prématuré. Il est beaucoup trop tôt. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, on parle de LLM. Il y a 2 ans, personne ne savait ce que c'était qu'un LLM. Et dans 2 ans, ça sera autre chose. Et alors là, il va falloir repenser. Alors moi, il me semble que, encore une fois, je ne veux certainement pas passer pour un dérégulateur à la Musk, pas du tout. Mais il y a une occasion de la réflexion qui n'a pas été totalement, disons, saisie. Voilà. Parce qu'en effet, cette histoire d'IA amène sur scène des concepts qui sont nouveaux. Le concept l'ensemble d'apprentissage, c'est pas simplement un ensemble, c'est pas seulement une collection où on met des trucs. C'est une collection où des trucs ont des choses en commun. C'est fondamental. Sinon, ça ne marche pas. Ça veut dire quoi, des choses en commun? C'est pas simplement un style. Un style, on ne sait pas ce que c'est un style. C'est des patterns. Il faut regarder un peu de près et voir ce que les gens font avec ces systèmes quand ils font par exemple du fine-tuning, où en effet ils les fine-tunent avec des choses qui sont stylistiquement ou en tout cas très proches, parce que sinon ça marche pas. Donc là, tout ce concept-là, il est pas réifié, il est pas, comme on dit en philo, il n'existe pas. On n'en a pas fait un objet de pensée. Et c'est ça qu'il faudrait faire, disons, avant de réguler. Enfin, après, je veux pas non plus. Et le problème, c'est que ça va jamais s'arrêter, non? Oui, c'est ça. Bah alors, c'est qu'on évidemment. on peut pas s'attendre à ce que non, on va pas à ce qu'il y ait un palier la techno, technologique bah oui, il n'y a pas de dans palier. l'avenir, non? Ou alors on va répondre aux demandes. Parce que, par exemple, si on parle de la mutation numérique de la musique, avant même d'arriver on a vu Adobe, à l'IA, le formidable échec de Adobe. Mais en fait, ça ne s'est jamais arrêté depuis que ça a commencé. Et il y a des vagues quand même. Bah oui et non, tout va tellement vite que les vagues arrivent de plus en plus rapidement. Et c'est, en tout cas, alors moi j'ai aucune position évidemment là-dedans. Vous avez le droit par ailleurs de ne moi pas j'essaie de comprendre, c'est mon métier, mais le fait est que à quel moment ça va se stabiliser, c'est une vraie question. La grosse révolution du sampling numérique dans les années 80, c'était il y a quand même 40 ans. Oui, mais les choses allaient lentement encore à C'était l'époque. une autre échelle. Il y a 40 ans, et entre 40 ans et maintenant, il ne s'est pas passé grand-chose. François, on ne peut pas imaginer, t'imagines bien que dans 2 ans, on se reparle. Dans 2 ans, on est à la préhistoire de l'IA. Oui. C'est-à-dire, si on se projette dans 2 ans, là, on est à la préhistoire de l'IA. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend, mais on attend quoi, en fait? L'IA Act, t'es sur la régulation des LLM, c'est 3-4 articles sur plus de 100 articles dans l'AI Act. Donc, j'ai envie de dire, l'objectif de l'AI Act, c'est pas vraiment de réguler les LLM. L'objectif, les grands modèles. Attends, je vais expliquer. L'objectif de l'AI Act, c'est d'agir par les risques. C'est une approche par les risques. C'est-à-dire, plus l'usage visé présente un risque pour les droits fondamentaux des citoyens européens, et plus on met des règles à suivre. Donc tout en bas, par exemple, vous avez le niveau 0, risque nul ou presque nul, par exemple les jeux vidéo ou les filtres à spam. Ici, l'AI Act vous dit, il n'y a pas de règles. Vous faites. Le niveau juste au-dessus, c'est pareil, c'est un faible risque, c'est risque très modéré. Et là, on vous dit, juste une obligation d'information. Le niveau encore au-dessus, là, c'est un risque élevé pour les droits fondamentaux, les valeurs européennes, par exemple, ce sont les infrastructures techniques, c'est l'éducation, c'est la justice, c'est les politiques de migration aux frontières, les choses comme ça, où là, on se dit, attention, à utiliser de l'IA, ça peut être dangereux. On ne l'interdit pas. On ne l'interdit pas. On dit juste, dans ce cas-là, il faut vraiment un processus de conformité. On veut que vous vérifiez, il faut une supervision humaine, il faut des choses comme ça. Et puis tout en haut de la pyramide, là, vous avez les usages interdits. Ce sont les usages qu'on ne veut pas voir fleurir au sein de l'Union européenne. C'est quoi ? C'est la manipulation des comportements par l'IA, c'est le scoring social, comme en Chine. On n'a pas envie, en effet. On veut interdire ce type d'usage de l'IA au sein de l'Union européenne. Donc l'AI Act, c'est ça. Principalement, c'est l'approche par les risques. Alors après, vous dire, est-ce que ça va être simple à mettre en œuvre, etc. Non, ça ne va pas être simple à mettre en œuvre. C'est bien pour ça que ça va s'appliquer par paliers.
plus de 2 ans avant que ça entre en application. Pour l'instant, il y a un seul bloc qui est entré en application, c'est le bloc des usages interdits. Donc le scoring social, oui, il est interdit. En Europe, c'est interdit d'avoir une IA qui fait de la reconnaissance faciale partout dans l'espace public, qui vous permet d'avoir une note sociale et que cette note sociale vous permette, dans un contexte complètement dissocié, bien d'obtenir un crédit, d'inscrire vos enfants à l'école, etc., etc. C'est interdit. Voilà. Donc il n'y a que ce bloc-là pour le moment qui est entré en vigueur et tout va entrer en application en fait de manière très progressive pour permettre de la normalisation, pour permettre d'accompagner les entreprises, etc. Donc tout ça, peut-être que l'AI Act, au moment où il sera en application complètement, il sera insuffisant. Oui, c'est ça que j'ai envie de dire. Peut-être que dans 2 ans, quand on se dira, mince, on n'est pas allé trop loin. Mais dire là, maintenant qu'on est allé trop loin, alors même qu'on n'a pas commencé à appliquer l'AI Act, waouh! Et puis dire que le texte, la loi, en général, bride l'innovation, ça, c'est bien pour, parce que ça claque. Mais pour un juriste qui a l'expérience de la dérégulation, on l'a déjà fait de déréguler. On a dérégulé dans début des années 2000, fin des années 90. On a dérégulé les plateformes, on a dérégulé l'Internet, on a déresponsabilisé les intermédiaires techniques de l'Internet pour pouvoir développer l'Internet. C'était volontaire, hein, on a fait ça exprès pour développer l'activité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Je ne sais pas, vous avez peut-être vu, on n'arrive pas à imposer des codes de bonne pratique à des réseaux sociaux américains. C'est que les GAFAM sont tous américains. Mais bon, c'est... oui, mais la législation était européenne, tu vois. Ouais. Et oui. Non, mais c'est une bonne guerre que tu défends ce texte. Sache juste qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Voilà, après, bien sûr qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Je veux bien qu'on revienne sur la musique et l'IA, peut-être en changeant un peu de... Il y a Bouka dans le chat, pour rebondir, qui dit, mais finalement, c'est quoi les risques de l'IA dans la musique ? Le marché a déjà énormément évolué avec l'arrivée du numérique, où les artistes se rémunèrent en faisant des concerts au lieu de vendre des CD. Quoi de neuf, finalement ? Est-ce que le reste ne dépend pas simplement du copyright, du sampling ? Mais tout ça, ça existe déjà, non ? Alors, je ne sais pas si je peux répondre exactement à cette question-là, mais il y a plusieurs questions dans la question. Non, mais un petit peu. Il y a une situation particulière avec l'IA à la musique aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça sera la semaine prochaine, c'est que les systèmes dont on parle beaucoup, on a évoqué Suno, Udio, qui sont des systèmes end-to-end, c'est-à-dire on part d'un prompt qui est un bout de texte, et à la fin on a un morceau qui est complet, mixé, voire même masterisé. C'est qu'en fait, quand on regarde ce qui se passe, c'est essentiellement de la production, parce que ça, au sens musical du terme. C'est en musique, alors peut-être que c'est moyenâgeux, mais on distingue en général la composition, qui est un peu quelque chose d'abstrait, qui va être déposé dans un label en publishing, en édition, où il n'y a pas de son, c'est du papier en fait. Enfin, c'est un truc abstrait. Et de la production qui est du son, qui sont donc d'ailleurs des systèmes de droit totalement différents, etc. Et l'IA aujourd'hui, c'est essentiellement de la production. C'est-à-dire que ça fabrique du son, ça fabrique de l'audio, des choses qu'on écoute avec des oreilles, à partir de prompts, à partir de divers trucs. Mais dans le domaine de la production, de la composition, par contre, il n'y a pas grand-chose. Alors les gens diront oui, mais ça fait les deux en même temps. Mais c'est un peu ça l'enjeu en fait qui se passe, et qui à mon avis, la question intéressante aujourd'hui, c'est que sournoisement, l'IA d'aujourd'hui fait croire à beaucoup de gens que composer de la musique, c'est que de la production. Alors je voudrais parler de Pete Seeger, qui était un grand bluesman américain qui est mort, qui était le dieu de la musique folk, pardon, et qui a dit « Une bonne chanson n'a pas besoin d'être arrangée. Une bonne chanson, on la siffle sous la douche et ça suffit. » Elle n'est pas produite, en fait. Elle n'est pas produite, voilà. Bon, il exagère, évidemment, et puis je veux pas non plus dire que c'est ça la vérité, mais l'IA et la musique, ça a comme effet un peu de bord de concentrer toute l'attention sur la production. C'est formidable, la production. Il y a des morceaux, ils ont 500 pistes, c'est hyper propre, c'est qualité jamais vue. Les Beatles, je rappelle, en avaient 4. Aujourd'hui, la moindre chanson en a 100, 200, voire beaucoup plus. Ça, c'est la production. Après, la composition. Qu'est-ce qui se passe de nouveau ? Ça, c'est une vraie question. Et moi, mon point de vue, il est clair. Il ne se passe pas grand-chose parce que, précisément, il n'y a pas encore d'IA entraînée pour faire de la composition. L'IA est entraînée pour faire du end-to-end, c'est-à-dire en fait de facto un peu de la production. Et alors, est-ce que c'est une tendance générale d'histoire musique ? J'en sais rien, c'est trop tôt. Ou est-ce que ça va changer ? Je l'espère, mais peut-être que je suis... Donc c'est ça, à mon avis, l'enjeu. Et je donnerai juste un exemple.
il y a plein de gens qui font de la musique avec Suno et autres, qui sont de la musique marrante, éventuellement plus que marrante. Mais personne, par exemple, n'a encore créé une chanson avec de l'IA autonome dont on voudrait faire des reprises, hein, les covers en anglais. Or, une bonne chanson, c'est quoi? C'est une chanson qui est reprise. Bon, on peut discuter autant qu'on veut, mais les chansons des Beatles ont été reprises des milliers de fois. Voilà. Le jour où une IA fera une chanson tellement bonne qu'elle sera bonne même en n'étant pas produite, et qu'elle sera reprise parce qu'elle est très bonne, alors là, il faudra refaire une émission. Mais là, le monde sera très différent. Alors, il y a déjà, je prétends pas que ce soit ce morceau-là, mais en ce moment, il y a un des premiers tubes, ou petits tubes, ou tubes de récréation, Non. de cours de récréation, qui Pas s'appelle ça. Nous sommes les patates. Oh là là. Je vous le conseille. Et Nous sommes les patates, c'est On un peut pas morceau. mettre de musique sur Twitch, C'est un morceau IA, vous le trouvez vraiment très facilement. Nous sommes les patates, créé par les patates. Morceau IA, probablement avec des ajouts humains dans les paroles. C'est une question. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ce morceau buzz un peu, et il y a des versions bis qui apparaissent. Il y a d'autres versions, des versions accélérées, des versions ralenties, des reprises. J'en ai pas encore vu, mais ça va arriver. Donc C'est des mêmes. C'est des mêmes. Oui, c'est des mêmes. On est un peu à l'orée de ça, mais on n'est pas du tout effectivement dans le vrai morceau qui marque culturellement une société et qui change la vie de quelqu'un, parce que c'est ça la musique, c'est qu'à un moment il y a un morceau qui change la vie de quelqu'un, et c'est là où la musique est puissante. Imaginez que l'IA puisse changer la vie de quelqu'un, en tout cas l'IA 100% générative, etc., end-to-end comme on dit, c'est par nature pas l'objectif, parce que l'IA, en fait, elle sort, les Suno, Udio, etc., sortent des chansons qui imitent d'autres chansons. Elles sont absolument moyennes, et donc elles permettent de faire des choses soit rigolotes, soit de faire des choses pour la musique qu'on n'écoute pas vraiment. Et c'est d'ailleurs un peu une réponse à une question qui était posée tout à l'heure sur le fait que est-ce qu'on a envie d'écouter la musique créée par IA? En fait, la réponse, c'est que on est tous et toutes, comme auditeurs, auditrices, actifs et passifs, un peu selon les moments, selon sa nature, selon sa culture, selon son histoire, mais aussi selon les moments de la journée. On va avoir des écoutes extrêmement attentives, extrêmement sentimentales, où on va recevoir de la musique et ça va nous changer un peu la chimie de l'esprit, etc., etc. Et puis, à d'autres moments, on veut de la musique pour faire du sport, on veut de la musique pour endormir les enfants, on veut de la musique pour être dans un bar, discuter avec quelqu'un, mais la musique, on ne l'entend pas vraiment. Alors, tant mieux si elle est créative, mais ce que l'histoire proche nous dit, et même plus lointaine, mais en tout cas ce que l'histoire proche nous dit, c'est qu'il y a un usage absolument massif, notamment sur les plateformes de streaming, et en partie créé, d'ailleurs amplifié par les plateformes, de cette musique, de cette écoute passive. Et c'est là où l'IA surgit vraiment en vague absolument violente, et c'est là où l'IA est en train d'avaler toute une partie du monde de la musique, de cette musique qu'on n'écoute pas vraiment. Et sauf que cette musique qu'on n'écoute pas vraiment, jusqu'il n'y a pas très longtemps, elle était aussi faite par des humains qui gagnaient leur vie, et qui étaient d'ailleurs souvent des artistes qui avaient une vie artistique à côté, avec plus ou moins de réussite économique, mais comme il faut payer son Ça loyer leur permettait de vivre. et nourrir les enfants, C'est les et ménages. on faisait de la musique, ce qu'on Les appelle de la ménages, musique au maître, et c'était très bien. Enfin, en tout cas, c'était comme ça. Et donc, c'est ces artistes-là qui aujourd'hui voient la vague leur arriver dessus, comme les journalistes qui font de la dépêche bâtonnée, imitable par une IA, je dis pas forcément remplaçable, mais imitable, se craignent de voir cette vague-là arriver. C'est là où en fait se joue sûrement le truc. Pas du tout sur l'émotion, le sentiment, quelque chose de qui encore une fois change un peu la vie de quelqu'un quelque part. Ouais, je suis d'accord. Pour une fois, hélas. Oh, c'était bien Non, que non, vous mais enleviez. c'est tout à Il fait- suffit de parler de C'est tout à patates. fait juste. Mais bon, alors, je sais pas si c'est français, européen ou parisien ou je sais pas quoi. Mais si on écoute notre conversation, on a quand même tendance à tous se plomber, de parler des trucs problématiques, compliqués, régulation, machin. Il y a quand même Les bonnes nouvelles, ça marche pas, tu sais. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi des choses, comme je dis, il y a une promesse derrière. Moi, pourquoi j'ai fait de l'IA avec de la musique depuis des années, c'est pas depuis 2 ans. C'est parce que j'ai toujours cru, peut-être à tort, que je pourrais créer une mélodie incroyable, aussi belle que les mélodies qui m'ont qui ont changé ma vie, justement. Donc il y a cette promesse-là. Et s'il n'y avait pas ça, ça n'aurait aucun intérêt, en effet.
ça n'aurait aucun intérêt. Mais je redis ce que je disais avant. L'IA se nourrit pas des œuvres, elle se nourrit de ce qu'elles ont en commun. Et on est dans une époque où il y a beaucoup de commun. Dans les déchetteries, on appelle ça le tout venant. D'accord ? Donc le tout venant, en effet, ne vaut plus rien. Alors c'est une bonne nouvelle pour les auditeurs, c'est une mauvaise nouvelle pour un certain nombre d'artistes. Et il me semble, je vais lancer un truc polémique, mais que protéger les artistes est peut-être devenu incompatible avec protéger la musique. Dans ce sens-là, c'est-à-dire que protéger l'artiste est en effet, enfin dans le sens moderne du terme, avec l'histoire de régulation, empêcher l'IA d'être, disons, empêcher ou réguler, etc., qui peut se comprendre très bien. C'est une chose, protéger la musique, c'est-à-dire favoriser au contraire l'éclosion de choses totalement nouvelles et totalement folles, c'est un autre problème. Et alors évidemment, les ayants droit ont envie d'être protégés, c'est bien normal. Les auditeurs et les artistes eux-mêmes, lorsqu'on leur parle hors micro, ils ont envie de s'amuser. Avec la capacité de résistance du public à la musique créée par IA, vraiment générative, c'est la grande question des mois, années à venir. C'est le crash test du monde de la culture, parce que là aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle toujours de la musique, photo, texte, musique, et après c'est la vidéo, etc., etc. Faut toujours regarder ce qui se passe dans la musique pour savoir ce qui va se passer après pour tout le monde. Et ça, c'est un. Mais après, moi, j'ai plutôt tendance, pour rester sur les histoires positives, à penser que si cette musique, évidemment qu'il va y avoir de la casse, notamment chez les artistes, pour tout un monde de la musique qui faisait ces musiques, musique à l'image, musique au mètre, ce qu'on appelait la musique de librairie, etc. Par contre, à partir du moment où ce monde-là, il va probablement être en bonne partie avalé par l'IA, ça va donner une sorte de prime à la créativité et à la bizarrerie. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et d'ailleurs, on voit que sur les plateformes de streaming, si on a un regard de journaliste musical critique sur ce qui se passe dans le monde de la musique depuis que les plateformes de streaming sont arrivées, il y a une sorte de forte normalisation de toute une partie du monde de la musique avec plein de choses qui se ressemblent, etc. Et de l'autre côté, des succès extrêmement bizarres et des succès qui n'auraient pas forcément eu voix au chapitre s'ils étaient passés par les filtres. Encore une fois, du studio, de la maison de disques, etc., où il fallait à chaque fois intéresser quelqu'un, et intéresser quelqu'un, c'était à chaque fois quelqu'un qui allait freiner devant le risque. Et donc freiner devant le risque, c'est terminer avec une œuvre qui est affaiblie. Voilà. Et pas forcément, mais disons qu'il y a une longue histoire dans le monde de la musique d'artistes qui avaient envie de faire des choses super dingues, et puis ils sont arrivés dans les labels et on dit « Ah, tu veux pas plutôt faire le morceau rigolo que tu avais fait déjà ?» C'est l'histoire de Nino Ferrer, etc. Donc c'est une vieille histoire. Aujourd'hui, comme il n'y a plus forcément ces filtres-là, parce que les artistes ont les moyens de diffuser leur musique beaucoup plus facilement, et ils ont un rapport de force beaucoup plus puissant vis-à-vis des maisons de disques, des médias, etc., etc. Ils font à peu près ce qu'ils veulent artistiquement, et on se retrouve avec un monde de la musique qui aujourd'hui est, je pense, un petit peu plus bizarre qu'il a été. Il y a toujours eu des artistes bizarres. Il y a toujours eu Kate Bush, il y a toujours eu Björk, il y a toujours eu des gens qui surgissaient comme ça, Kiss, qui surgit avec quelque chose de hors norme, et il y a quelqu'un pour dire c'est hors norme, j'adore, on y va les gars, c'est parti. Mais aujourd'hui, n'importe quel artiste peut se dire ça à lui-même et peut trouver son public. Et il y a énormément de musique hyper créative, hyper intéressante. Et donc j'espère et je pense que ce monde-là va continuer à l'être, quoi qu'il se passe, et va même plutôt gagner en légitimité et en visibilité. Ouais, c'est ce que je disais au début. Je pense que l'IA va challenger un certain nombre d'artistes et va leur permettre justement de multiplier un peu ces espèces d'accidents, en fait, dont tu parles. Tout d'un coup, quelque chose qui ressemble à rien. C'est presque comme si nos cerveaux humains avaient des hallucinations, un peu comme les IA, quoi. Nos cerveaux humains, il y a un petit accident à un moment, il y a une création hors norme. Et ben, je me dis que l'IA peut, en tout cas, possiblement accentuer ça. Mais là, on est en train de parler de la création humaine et finalement d'artistes, d'auteurs qui utilisent l'IA comme un outil, et il reste des artistes, il reste des auteurs, et point, quoi. Je veux dire, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça va pas changer. Ça va pas changer, le droit n'a rien à dire, donc je n'ai rien à dire là-dessus. Ce que je peux juste dire, c'est que en effet, tu as raison quand tu dis, mais en revanche, il y a
tout le reste de la création artistique, parce que évidemment un artiste c'est les grands artistes, c'est les grands titres, mais un artiste au début il a été petit, au début il a fait comme on dit des ménages, au début il a fait des petites choses, il a fait peut-être des musiques d'accompagnement. Et ben le problème c'est que avant de devenir un grand, il faut être un petit. Puis après, on est un moyen. Enfin, on est rarement un grand tout de suite, quoi. Il y a un travail avant. Et ce que certains regardent, justement, c'est est-ce que l'IA va pas empêcher cette phase d'évolution et de progression? À tout le moins, il va y avoir des endroits où il faudra mettre en œuvre peut-être des politiques publiques. Parce que lorsque vous allez avoir des champs entiers de la création culturelle qui vont plus ou moins disparaître, par exemple, on voit très bien que les créatifs dans les services dans les grandes entreprises, or c'est un pourcentage très important de la culture en France, et il y en a de moins en moins. Voilà, parce que les affiches, on va les faire avec de l'IA, parce que les campagnes de pub, ça va être aussi de l'IA, et que on en voit d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu dans le métro, il y a des publicités qui sont déjà générées par IA, et c'est écrit en haut, en petit, hein, image générée par IA. Donc on voit bien qu'il va y avoir aussi un souci pour certains auteurs, certains artistes qui vont plus avoir leur place sur la scène de la création. Et ça, c'est pareil, c'est pas du droit, c'est de la politique culturelle. Et donc ce sera à l'État de se saisir de cela, parce qu'il va bien falloir occuper toutes ces personnes. Pignoufou dans le chat a posé une question tout à l'heure, mais je n'ai pas bien compris ta question, Pignoufou. Je vais vous la poser, peut-être que vous allez la comprendre. Pignoufou qui demande, est-ce que quelqu'un a réfléchi à l'impact sur la société de la capacité à gérer des musiques ultra personnalisées? Est-ce qu'on va vivre dans une société avec encore moins de commun? Qu'est-ce qui va nous rester de culture commune? Mais moi, je n'avais pas compris que l'IA allait nous enlever du commun, mais peut-être que vous, oui. Non. Au contraire, du commun. Moi, j'ai la sensation qu'on a de moins en moins de commun, mais c'est en effet rien à voir avec l'IA, ne serait-ce que les films qu'on regarde, les séries, la musique, il y en a tellement que voilà, mais encore une fois, ça c'est le problème c'est un problème d'ethnologie, c'est-à-dire qu'on est dans une société de surabondance, donc il y a forcément moins de commun. Est-ce que l'IA fera de la musique ultra... Moi, oui, j'ai toujours ce fantasme des nouvelles mélodies de McCartney, de la qualité de celles qu'il faisait en 67. Bon, mais je sais pas si ça arrivait vraiment, peut-être que je serais déçu parce que en effet, ça marcherait plus. Bon, tout ça, c'est de la spéculation. Je sais pas si ça peut. Techniquement, ça marche pas vraiment. Ça marcherait commercialement, peut-être. Voilà. Peut-être que si ça marchait, on serait déçu. Hein. C'est comme quand on a vu Proust descendre l'escalier, la seule vidéo de Proust. Tout le monde dit Proust, on l'avait jamais vu, puis on le voit descendre l'escalier. En fait, ça n'a aucun intérêt. Donc en fait, les fantasmes sont pas toujours les choses les plus intéressantes. Je voudrais juste, sur ce qui a été dit avant, citer Ennio Morricone, parce que sur l'idée que quand on est artiste, on n'a pas forcément un rapport toujours très sain avec sa propre production et son écosystème. Par exemple, Morricone avait 2 casquettes. Il faisait de la musique de film qu'on connaît et qu'on aime, qu'on adore, en tout cas moi et beaucoup d'autres. Il avait aussi une casquette de compositeur de musique contemporaine. Et la musique de film, il appelait ça la musique appliquée. On appelle ça fonctionnel, dont tu parlais tout à l'heure, par exemple. Pour lui, c'était appliqué. Il avait un grand mépris pour ça. C'était ses ménages. Et non, il considérait que c'était pas sérieux. Et donc, c'est très intéressant parce que ce que lui considérait comme de mauvaise qualité, beaucoup de gens, au contraire, considèrent que c'est les plus belles pièces jamais écrites au XXe siècle. Donc, en fait, il n'y a pas du tout, il y a une relativité absolue de la valeur intrinsèque de la musique. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Sur la question qui était posée là sur sur les communs, etc. Et effectivement, ça a déjà commencé et bien avant parce que la surabondance, parce que oui, et puis le monde de la musique, comme le monde du cinéma ou de la série, mais la musique c'est très fort, est une agglomération de niches. Et les grands artistes, par exemple, il y a un chiffre un peu dingue, c'est Taylor Swift, quand même l'artiste la plus écoutée aux États-Unis, c'est 1,7% des streams. Donc voilà, ça permet de se rendre compte à quel point le monde de la musique est segmenté et multiplié. Ça cumule une infinité de niches musicales et on vit chacun dans plusieurs niches musicales, etc. etc. Mais ce que l'IA va peut-être permettre, et encore une fois, ça va être des tentatives des maisons de disques, du secteur, des artistes eux-mêmes, etc. C'est qu'il n'y ait plus une seule version référence d'une chanson. Alors ça a déjà changé parce qu'il y a déjà plein de versions pour certaines chansons, mais que, par exemple un tube
puisse être en anglais, en espagnol, en philippin, en thaïlandais, en français, etc. Parce qu'avec le clonage vocal, c'est extrêmement possible. Aujourd'hui, il n'y a absolument rien qui l'interdit. Et il y a déjà eu plein de tentatives officielles, officieuses, etc. Et donc peut-être que les artistes vont exister. Et encore une fois, dans les années 60, Françoise Hardy, elle allait chanter en italien. C'est pas nouveau. Sauf que ça peut être industrialisé. Qu'est-ce qui va se passer? Et est-ce qu'on a envie? Est-ce que moi j'ai envie que The Weeknd chante en français? Bon, peut-être que Pas oui. forcément. Je sais pas, moi j'aime bien, ce qui m'intéresse, ce qui me touche, c'est aussi que il chante en anglais et je comprends pas tout. Et ça me parle, voilà. Donc et alors que si je comprenais, peut-être que si j'avais compris les morceaux des Beatles, Love Me Do, elles sont un peu nulles les paroles de Love Me Do, c'est pas les meilleures. Non mais mais c'est pas les meilleures paroles des Beatles, tu vois. Non mais c'est pour dire que il y a des choses qui marchent bien dans une autre langue, qui viennent d'une autre culture, parce qu'il y a une rencontre de culture et il y a une sorte de bizarrerie qui surgit dans notre vie. Et si cette bizarrerie, elle ressemble à n'importe quelle autre chanson dans notre langue, peut-être qu'elle va perdre cette notion de différence. Donc c'est des questions qui sont lancées. On n'a pas du tout la réponse parce qu'on ne sait pas comment vont être les auditeurs de l'année prochaine et de dans 5 ans et de dans 10 ans. On n'a pas la réponse à ça encore. En tout cas, il y a Pignoufou qui vous remercie, Sofian, et merci au monsieur du milieu qui comprend ma question et qui réfléchit. Celui qui ne réfléchit pas, te remercie, Pignoufou. Non, juste François Péché, pour pardon. rebondir sur Taylor Swift, c'est un très bon exemple parce que Taylor Swift, je ne sais pas maintenant les chiffres, mais c'est plus de 10 milliards de streams cumulés, peut-être 15, je sais plus. C'est monstrueux, c'est énormissime. Et il y a quasiment pas de reprises. Hein, d'accord. Très très peu. J'ai fait une étude là-dessus que j'ai publiée et quand les Beatles sont sortis de Sgt Pepper, c'était un vendredi, le dimanche, il y avait une reprise par Jimi Hendrix, 2 jours après. Et ensuite, il y en a eu pendant des années. Donc, encore une fois, cette histoire de reprise, à mon avis, elle est intéressante parce qu'elle permet de dissocier l'effet production / marketing / effet de masse, etc., de la qualité intrinsèque d'une composition. Qui dans l'histoire, on sait que dans l'histoire, c'est la composition qui va rester, en général. Et donc, l'exemple de Taylor Swift, pour moi, est totalement mystérieux. C'est-à-dire qu'en effet, c'est l'artiste la plus écoutée dans le monde. Et bon, je vais encore me fabriquer des ennemis, mais moi, je n'arrive pas à écouter un morceau. Peut-être que c'est parce que les morceaux de Taylor Swift ont une sorte de qualité générique. C'est des mots un peu contradictoires, mais une sorte de qualité générique, et qu'en fait, c'est la mise en son et la personnalité de Taylor Swift qui fait la musique. On va pas faire un débat sur Taylor Swift, mais c'est quelque part la personnalité et son histoire et sa façon d'être vis-à-vis de ses fans qui, à mon avis, fait une grosse partie de son succès, beaucoup plus que la nature même de sa musique. Mais c'est une parenthèse fermée. Ça, c'est une constatation intéressante. GG dans le chat qui dit souvent copier, jamais égaler. Pas sûr que l'humain soit capable un jour de faire la différence entre le master et la copie. C'est pas faux. Il y a Pouka qui dit un truc, mais en fait, dans le fond, tout ça, l'IA pourrait tout simplement permettre aux artistes de leur éviter des coûts. Des coûts, c'est UTS. C'est comme avant l'arrivée du numérique. Avec un PC, on peut faire de la prod. Avant, il fallait un studio complet. Donc finalement, ça peut favoriser les essais en solo chez soi, sans trop de coûts, ni d'argent, ni de temps. On peut le voir comme ça, d'une certaine manière. Oui, ça, mais l'histoire des 20 dernières années n'est qu'une histoire de réduction du coût d'accès, coût en argent et coût en temps. Donc oui. Non, mais donc ce qui ne gagne plus d'un côté en faisant ce que moi j'appelle donc les ménages de la musique au maître, finalement il le récupère en économisant donc des coûts. Oui, sauf que plein d'artistes ne vont peut-être jamais sortir leur musique. Parce qu'elle ne sera pas assez différente. C'est plus vraiment une question de coût. Effectivement, tout le monde va pouvoir... c'est le fantasme du fondateur de Suno en disant « mais tout le monde peut faire de la musique ». Mais moi, par exemple, moi, je peux m'amuser avec Suno autant que je veux. Je ne suis pas artiste, j'ai pas ça en moi. Jamais je vais faire quelque chose... de toute façon, avec Suno, c'est pas possible de faire quelque chose d'intéressant, différent par nature. Mais en tout cas, je pense que même si j'apprends la guitare et tous les instruments du monde, etc., n'étant pas artiste, n'ayant pas ça en moi, ça sera nul. J'en suis persuadé. L'Indo du futur qui dit quid de la rémunération des artistes sur Spotify dans ce cadre-là? Dans quel cadre? Dans ce cadre-là, c'est-à-dire?
De l'intelligence artificielle, mais je pense que tu sors du débat. Non, non, mais après, si c'est intégralement produit par une intelligence artificielle, bah, on va considérer que c'est pas une œuvre, donc l'artiste il n'est pas rémunéré. Et c'est la question de la présence des contenus synthétiques sur les plateformes ou sur Amazon. Vous avez vu peut-être sur Amazon, ils ont limité le nombre de livres déposés par une seule et même personne à 3 par jour. Pourquoi? Alors déjà, vous n'êtes pas capable d'écrire 3 romans par jour, mais justement parce qu'ils savaient très bien que c'était des productions générées par une IA. Le risque, en fait, de voir fleurir et se multiplier des titres comme ça qui sont générés par IA, c'est que ça va diluer les titres, les créations humaines. Ça va les noyer. Déjà qu'on est dans une époque de masse, bah, ça va encore massifier davantage et donc ça va noyer la production humaine et ça risque de diluer aussi la rémunération des artistes humains. Voilà. Si on n'est pas capable de... Enfin, c'est une des questions... Deezer a communiqué, la plateforme Deezer, la plateforme française, a communiqué ces derniers temps sur un outil que Deezer a créé pour repérer justement les morceaux livrés qui sont créés à 100% par IA. Et c'est vrai que l'une des questions, c'est de repérer ces contenus. Parce que si on ne peut pas les repérer, et ben en fait, s'ils sont écoutés, ils sont rémunérés de la même façon. Et donc, une œuvre 100% IA qui trouve un petit succès, qui va faire des streams, en fait, elle va être rémunérée si elle n'est pas repérée en tant que contenu 100% IA et qu'elle a été déposée par un artiste, parce qu'il y a forcément un humain quelque part, à un moment encore. On n'est pas encore des robots qui font tout ça. En tout cas, voilà, ça peut effectivement diluer. Ce sera le robot qui le fera. Il n'y a pas que je pensais non plus qu'il n'y aura pas une IA qui permettra de fausser la détection de l'IA. Il y a déjà des gens qui... C'est déjà le cas. Il y a déjà des gens, des entreprises, je ne sais pas comment les qualifier, qui, en gros, vont aller scraper l'Internet en permanence, regarder les mots-clés qui marchent sur les réseaux sociaux ou partout, mais beaucoup sur les réseaux sociaux, et les morceaux qui marchent à un moment donné, et qui vont automatiquement nourrir des IA génératives pour aller automatiquement livrer des œuvres qui imitent ou qui utilisent les mots-clés qui marchent à un moment donné. Ce qui fait d'ailleurs qu'on voit apparaître aussi des morceaux d'IA générative qui glorifient l'AfD en Allemagne, enfin plein de thématiques d'actualité où on se retrouve avec des morceaux complètement surréalistes sur des thématiques d'actualité extrêmement noires. Donc c'est assez troublant. Oui, je crois que toute tentative de vouloir séparer automatiquement quelque chose serait fait entièrement par l'IA ou pas est vouée à l'échec. Je vois pas comment c'est possible techniquement. Il y aura toujours... Il suffit de la remixer, par exemple. Enfin, de remasteriser. Donc je crois qu'il faut accepter. En fait, pour moi, je suis assez libéral et démocrate. Pour moi, c'est le prix à payer, cette profusion de choses, soit inintéressantes, soit falsifiées, soit je sais pas quoi. C'est le prix à payer pour être dans un espace de liberté où il y a aussi, de temps en temps, comme disait Michel Delpech, des choses qu'on aime. Et puis voilà. Mais il faut accepter qu'elles seront pas... peut-être même pas majoritaires, qui sont peut-être très minoritaires, mais je ne vois pas dans quelle société libre on pourrait inventer dans lequel il n'y aurait que de la musique faite par des gens gentils, musique acceptable par les uns et par les autres. Non, enfin, donc je crois qu'il faut l'accepter. Alors dans ce cadre-là, si partons de ce postulat-là, donc on ne sait pas détecter l'IA sera partout, et puis on va l'accepter voilà, comme une tragédie, comme une chance, ou en tout cas comme un fait. Comment l'industrie se reconfigure dans ce cadre-là? Tous les acteurs changent. C'est possible que ça change. Moi, je veux pas faire la spéculation, mais il faut appeler Schumpeter. Destruction créatrice. Exactement. Ouais. Donc peut-être que des plateformes une nouveauté qui va provoquer une destruction par autre chose. Je n'en sais rien. Mais l'État, il n'y a aucune raison que les choses restent telles qu'elles sont aujourd'hui. On verra bien si ça résiste. Et puis après tout, s'il y a un morceau fait par IA qui est extrêmement populaire, c'est qu'il est extrêmement populaire. Il faut l'accepter. Donc je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir en termes d'interdiction, mais plutôt de voir qu'est-ce que ça peut produire de nouveau, d'intéressant, tout ça. Dans le chat, il y a Poukas qui nous dit si on a un outil qui permet de détecter qu'une musique est faite par une IA, est-ce qu'on ne peut pas s'en servir pour entraîner les LLM? Alors, on a des études qui nous disent, des études américaines, qui nous disent que quand les modèles sont entraînés par des données synthétiques, c'est-à-dire par des données qui sont elles-mêmes générées par une IA, le modèle collapse, le modèle dégénère. Donc, il a besoin de données humaines qui sont visiblement... Il faut qu'elles soient un peu semblables, mais pas tout à fait semblables.
c'est pas semblable, c'est assez pointu, c'est assez précis. Il y a maintenant pas mal de chercheurs qui ont documenté ça. Il faut de la créativité humaine pour enrichir le modèle d'IA. Donc les artistes ont encore quelques beaux jours devant eux. En fait, pour que l'IA progresse, elle a besoin de l'humain. Donc ça veut dire que l'humain ne sera pas remplacé. Stéphane. Oui, c'est comment dire. Effectivement, si la musique n'avance plus, tout le monde va avoir un problème. Le monde de la musique, le monde des maisons de disques, par exemple, l'économie autour de ça, c'est une grosse question parce que la réduction des coûts pour une maison de disques et d'avoir des succès qui ne sont pas attachés à des artistes qui sont embêtants, qui ont des exigences et des contrats compliqués et des avocats qui appellent tous les 4 matins. Moi, je connais des maisons de disques qui ne seraient pas inintéressées par ce monde-là. Je suis un peu cynique, mais je pense pas que ça soit inintéressant. Par contre, je crois pas forcément à la capacité. Autant je suis un peu sceptique sur la capacité du public à rejeter en masse les créations d'IA génératives, etc., etc. Je pense que pour plein d'usages, on va y aller tout droit et, comme on dit, on s'habitue à tout. Par contre, encore une fois, aller chercher de la musique et avoir besoin de la musique, et on a besoin de la musique en vrai, ça c'est quelque chose que, encore une fois, que l'histoire nous dit. Alors, peut-être pas tout le monde, mais il y a plein de gens qui ont besoin de la musique, et la majorité des gens. Et donc, aller chercher des émotions, elles vont peut-être se faire sur scène, elles vont peut-être se faire. Ce qui est marrant, c'est que plus on a cette avancée synthétique, etc., plus on a en ce moment. Alors c'est peut-être un peu fragile, et peut-être que c'est mon prisme de journaliste qui est plein de biais, mais je vois arriver dans les festivals plein de jeunes groupes avec un jeune public qui rebranche les guitares, qui ressaute partout, qui remettent de la sueur vraiment dans les choses. C'est pas fondamentalement nouveau artistiquement dans ce qu'ils font, mais c'est l'énergie qu'ils y mettent, qui est vraiment, à mon avis, une réponse au monde extrêmement qui se synthétise dans lequel ils vivent. Donc il y a toujours une réponse humaine en fait aux choses. J'y crois vraiment. Chers amis, il est 18h58, passé de 45 secondes. C'est bientôt l'heure de nous quitter. C'est peut-être l'heure du mot de la fin ou celui de la suite. Professeur Bensamoun, le mot de la fin ou le mot de la suite? Oh, le mot de la fin. C'est la patate chaude que je refile aux Ah oui, invités pour d'accord, clore. ok. Alors peut-être je vais reprendre une expression. Moi, je suis une amoureuse de l'art. J'ai toujours été amoureuse de la culture. Je m'émeus encore quand je marche dans Paris, que je vois un bel immeuble, que j'entends une belle musique, que je lis une belle phrase dans un livre. Et donc, le mot de la fin, pour moi, c'est... il y a eu une campagne récemment, et puis il y a beaucoup de titulaires de droit qui utilisent cette expression qui est Respect Art, mais Art avec A-R-T en majuscule, A pour Authorization, R pour Remuneration et T pour Transparency. Donc respecter l'art pour que l'art existe toujours et pour qu'il se marie de belle façon avec la technique, avec l'intelligence artificielle. Merci Alexandra Bensamoun. Sofiane Fanen, le mot de la fin ou le mot de la suite? Non, il faut aller chercher la musique d'après. C'est ça, je pense, qui nous guide, qui doit nous guider toutes et tous, d'aller chercher la musique d'après. Encore une fois, celle qui va changer un tout petit peu notre vie. Enfin, moi, je me lève tous les matins pour ça, et je continuerai. Et j'ai absolument aucun doute sur le fait que je continuerai encore très très longtemps, parce que ce sera possible. François Péché, le mot de Moi, la j'ai fin. appris récemment qu'il y a une équipe de chercheurs en mathématiques qui essaye de mettre en machine le théorème, la démonstration du théorème de Fermat de Wiles, là, qui fait plusieurs centaines de pages, qui est très très compliqué. Et s'ils arrivent à faire ça, ça aura des conséquences énormes, parce que ça voudra dire, grosso modo, qu'on pourra entraîner des systèmes d'IA à faire des maths. Enfin, on le fait déjà, mais avec ce genre de démonstration très sophistiquée, ça va ouvrir normalement des incroyables. Alors pourquoi avec l'art, on ferait pas la même chose?
Merci François Pachet, merci Sofian Fanan, merci Alexandre Ben Samoun. Il est 19h, passé de 42 secondes, on a 40 secondes de retard, mais c'est pas grave du tout, on est sur Twitch. Chers amis, merci de nous avoir fait l'amitié de vos lumières pendant cette heure. Dans ce studio, il fait très très chaud. Merci à vous dans le chat pour vos très nombreuses questions. Merci pour vos remarques un peu vinaigrées lors de la première heure de stream. C'est un stream qui vous a agacé visiblement, mais c'est bien aussi quand vous êtes agacé de temps en temps. Merci en tout cas pour vos nombreux messages. Merci à Cyril Balta à la réalisation, vous ne voyez pas, qui vous fournit le son et l'image. Merci à pas Stéphanie Berlu qui est en vacances en ce moment, mais qu'on remercie quand même et qu'on salue. Merci à Camille Rio, programmateur du stream. Camille, on se retrouve, je pense, déjà demain et déjà avec un programme, puisqu'on va se retrouver au même endroit à la même heure, 17h, 19h, comme tous les mercredis et les jeudis, avec, je crois, avec quoi? Avec de la guerre et de l'Europe au programme, je crois, et de l'écologie et des pistes de ski et probablement des Jeux Olympiques. Exactement. Bah, tout est dit finalement. Pardon. Non, mais exactement. Il y a 2 ans, du coup, Vladimir Poutine lâchait ses forces armées contre l'Ukraine pour y mener une guerre de 3 jours. Et pourtant, aujourd'hui, si Moscou n'a pas gagné, il n'a pas pour autant été vaincu. Et c'est dans cet entre-deux politico-militaire complexe que l'Europe se trouve aujourd'hui confrontée. Nous verrons donc si la Russie constitue une menace durable et réelle pour la sécurité de l'Europe. Et dans un second temps, nous prendrons un peu de hauteur, d'altitude, direction, comme tu l'as bien dit Ludo, les sommets enneigés des Alpes en marge des Jeux Olympiques d'hiver 2030. Peut-être pas si vert, c'est ce que nous verrons demain. Des sommets où il y aura probablement de moins en moins de neige. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, le stream est dispo en replay sur Twitch, il est dispo aussi en replay sur YouTube, il est dispo aussi sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Pour ceux qui veulent l'écouter avec les oreilles, pour écouter le son de la maison de la radio, pour trouver le podcast sur la plateforme de Radio France, on se retrouve donc demain à la même heure. Pas tout à fait de bonne heure, mais évidemment de bonne humeur. Et je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.